petites tortues mangeuses de pizza et bienvenue sur Talk Don't Shoot, votre émission cinéma sur Pacific FM. Aujourd'hui une émission par dépit car nombre de films que nous voulions aller voir qui nous sont passés sous le nez faute de distribution assez large. Ainsi on ne parlera pas du dernier Jodorowsky au grand désarroi de Florian, on ne parlera pas non plus de Gemini, seul film où la frime de Will Smith a trouvé un équivalent à sa hauteur, c'est-à-dire lui-même, ou encore du film féministe sur le combat des militaires kurdes contre Daesh en Syrie, Sœur d'armes de Caroline Fourest. Côté news, on n'est pas mieux lotis vu les maigres infos qui nous sont parvenues en ce mois d'octobre, mais ne vous inquiétez pas, on comblera avec des blagues toutes pourries. Avant de passer à la suite, laissez-moi vous présenter les trois chroniqueurs qui sont avec moi aujourd'hui. Tout d'abord, il y a Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Il y a Florian. Bonjour Florian. Bonsoir. Et un petit nouveau qui arrive aujourd'hui, c'est Aurélien. Bonjour Aurélien. Salut. Aurélien qui tient un blog sur le cinéma de genre que vous pouvez aller voir, ça s'appelle Watching the Scream. Et on va tout de suite passer aux news. When you have to shoot, don't talk. Alors qu'Hollywood est en train de nous vendre sa sortie de chrysalide avec son papillon mature nommé Joker, la France se réveille avec pas moins de 10 ans de retard en nous pondant un film de super-héros nommé Comment je suis devenu super-héros, ça s'invente pas. C'est réalisé par Alain Attal et c'est une adaptation du roman éponyme de Gérald Bronner. Et au casting on retrouve Pio Marmaille, Leila Bekti, Benoît Poelvoorde et bien d'autres. Qui c'est qui veut nous en parler ? Sylvain, c'est toi qui as mis la news sur le Discord, alors je te laisse commencer. J'ai découvert la news parce que je suis tombé dessus en toute honnêteté par hasard. D'accord. Et je sais pas, honnêtement là au vu de la première bande-annonce, honnêtement ça ne me semble pas augurer quelque chose de très très bien. De très bien, bon. d'accord, ok. D'après ce que j'ai cru voir, c'est une production Warner Bros. France. Ah, j'ai pas vu du tout qui était à la prod. Mais sinon, casting assez étonnant. Enfin, pour ma part, en plus, concernant Poelvoorde. Oui. Mais après, j'attends de voir un petit peu. La bande-annonce fait plutôt série TV qu'autre chose. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on est encore dans le symptôme de la France qui essaie de faire aussi son petit chemin dans le créneau du film de super-héros. Parce que je pense qu'on n'en a pas eu, il me semble. À part HeroCorp. Dans la série, ouais, voilà. Ouais. Mais je ne pense pas qu'au vu de la bande-annonce, ça s'annonce d'être sur le même ton. Non, c'est pas du tout drôle, apparemment. Ça a l'air d'être même plutôt de premier degré. Donc je sais pas trop honnêtement. C'est une curiosité, on va dire, mais éventuellement, pourquoi pas. Alors moi je peux en parler vite fait parce que c'est adapté du roman de Gérald Bronner. Gérald Bronner, c'était ma carte blanche du mois dernier. Je le connaissais en tant que sociologue et pas en tant que romancier. Bon, je sais pas du tout ce qu'il donne dans ce registre-là, mais bon, on va suivre ça. Hein. Ça fait quand même beaucoup d'années de retard par rapport aux États-Unis, parce que beaucoup d'années là, quand même. Là, ils sont loin devant en termes de production, donc. On verra bien. Hein. Après, je sais pas si tu connais un peu l'histoire. Non, j'ai pas regardé. J'ai su qu'en fait, apparemment, le pitch qui se passait logiquement aux États-Unis a été délocalisé à Paris. Donc, on aura vraiment un film de super-héros français plus, parce que c'est pas du tout un truc qui est délocalisé ni au Canada ni quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment en France que ça se passe. Mais à part ça, j'ai pas vu grand-chose de plus, quoi. J'ai pas lu le roman. Il n'y a pas grand-chose qui a filtré, honnêtement, pour l'instant. Il y a juste la bande-annonce. À part la bande-annonce. Voilà. Et en tout cas, ils mettent le paquet niveau com parce que j'étais au Comic-Con le week-end dernier. Ils avaient tout un stand avec un fond vert où on pouvait se prendre en photo et devenir un super-héros. Ah ouais. Bon, on verra bien ce que ça donne. On passe à l'autre news. Alors, une autre adaptation française aussi également. Le prochain Astérix qui arrive dans les mains de Guillaume Canet qui réalisera et interprétera le Gaulois moustachu. Et pour interpréter l'homme à l'ossature lourde, son copain de toujours, Claude Lelouch Gilles Lelouch, pardon. Là, oui, Claude Lelouch, ça aurait été très intéressant. Voilà. Mais Gilles Lelouch, du coup, qui aura peut-être moins besoin d'effets spéciaux, enfin plus besoin d'effets spéciaux pour jouer Obélix que Gérard Depardieu en termes de poids surtout. Quelqu'un veut en parler? Est-ce que vraiment il fallait encore une adaptation live d'Astérix? Je pense pas, et encore moins dans les mains de Guillaume Canet. Et sans taper spécialement sur Canet, je commence à en avoir marre qu'en France, on ne respecte pas notre héritage culturel. Un film comme celui-là aux États-Unis aurait pas forcément donné un bon film, mais aurait en tout cas été mis dans les mains de quelqu'un qui aurait pu en faire quelque chose. Là, on va retomber dans les travers de ce que faisait justement le fils de Claude Zidi, Thomas Langman. C'est-à-dire que peu importe la franchise, peu importe le poids qu'elle puisse avoir dans la culture française, ça va être un petit film où tous les copains vont venir faire coucou.
D'accord. Aurélien, ça te... Non, moi ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Guillaume Canet, c'est pas spécialement un auteur hyper intéressant, je trouve. Donc, C'est pas un mauvais réal. Non, C'est pas un mauvais réal. Non, c'est pas un mauvais réal, mais il a pas une personnalité transcendante à l'écran. Donc, bon, en plus, dans une comédie. Il peut avoir un ton assez décalé. Enfin, Ouais. personnellement, j'avais été plutôt surpris sur Rock'n'Roll. Je m'attendais pas à ça, surtout au final l'ai pas du vu, je film. peux pas dire. Voilà, je sais pas si quelqu'un l'a vu ici. Ouais, et je suis d'accord du coup sur Rock'n'Roll. Là où ça me chagrine vraiment sur Astérix, c'est que les deux ne sont pas du tout Compatible. Dans le ton déjà. Oui, Enfin, déjà. Mais surtout, je trouve que Canet et Lelouch ne sont pas du tout les beaux interprètes pour jouer Astérix et Obélix. Ah ouais, Spécialement je suis Gilles d'accord. Lelouch. Et déjà que je trouvais, alors que pourtant le film était bon, que Bert n'était pas forcément un bon Astérix par rapport à son jeu très cabotinant. Ouais. Là, j'ai vraiment peur qu'on soit face à une purge une fois que ce sera en salle. Là, c'est quoi? C'est la 4e personne qui joue Astérix en live, là, c'est ça? Il y a eu Clavier, il y a Il y a eu eu Clavier, Bert, il y a eu Clovis Cornillac. il y a eu Clovis Cornillac, il y a eu Bert, et donc du coup, ouais, on aura Guillaume Canet. Bon, on n'en parlera pas plus. de Étonnant toute comme façon. choix en tout cas. Enfin, étonnant comme choix après les deux succès en fait des adaptations animées en fait Ouais. d'Alexandre Astier. C'est ce Très que j'allais sympathique, dire. d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils reviennent à une réadaptation live. Et, Mais voilà, alors, je sais pas enfin, si ça marche c'est assez tellement, risqué, parce que donc, je pense qu'à mon avis les fans d'Astier vont effectivement voir Astérix, mais je suis pas sûr que, on va dire, le grand public de manière générale qui va voir les adaptations live d'Astérix va voir forcément Si je dis pas de bêtises, je crois que les deux films d'Astier et Louis Clichy, du coup, qui me semble, Ouais. vient de Pixar à la base. Il vient de Pixar et à la base ouais, c'est ça, ouais. il fait du rigging, enfin il a fait du rigging chez Pixar. Il me semble qu'il a fait peut-être un petit tour aussi du côté de chez Illumination, si je dis pas de bêtises. Oui, je trouve, il me semble. Oui, donc par contre, je disais, je crois que les deux ont dû faire chacun 1,5 million de spectateurs, ce qui est en soi assez correct, mais peut-être pas au goût de la famille qui détend actuellement les droits Ok. de la franchise. Bon, d'autant plus que c'est d'actualité vu que le dernier tome d'Astérix vient de sortir en ce moment, Ouais. qui s'appelle Ouais. La fille de Vercingétorix, si je ne dis pas de bêtises. exactement. Bon, on passe à la suite, on va faire un rapide retour encore une fois sur les nouvelles de Star Wars puisque les nouvelles bandes annonces sont sorties. On a eu encore une bande annonce pour The Mandalorian et pour Star Wars 9. Et on a eu aussi une autre petite nouvelle qui est tombée. C'est les showrunners de Game of Thrones qui étaient mandatés pour faire une nouvelle trilogie chez Disney. Et finalement, ils vont quitter la firme aux grandes oreilles parce qu'ils préfèrent se concentrer sur leur projet Netflix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler de Star Wars? Parce que je sais que la dernière fois, Sylvain, t'étais pas là. Tout le monde s'en foutait. Bah en fait, j'étais pas là, mais je suis exactement du même avis. Ouais, Star Wars, ça commence. Voilà, enfin, on a déjà discuté. Pour moi, c'est une franchise qui s'essouffle, qui n'est pas qui reste en soi divertissante. Mais enfin, moi, j'ai envie de dire que c'est bon, faudrait passer à autre chose en fait. Tout Ok. simplement. C'est pas Je serais plus à la limite hypé entre guillemets par la série, qui apparemment a des très très bons retours là de Mandalorian. Voilà, enfin là ils s'attachent à une autre axe de la mythologie, ça peut être intéressant. Réalisé Et, par Jon Favreau. Jon enfin, en tout Favreau. cas, en showrunner. Et après voilà, faut voir. Mais après le dernier Star Wars, bon, évidemment j'irai le voir pour clôturer finalement cette dernière trilogie, mais c'est pas il y a trop voilà, il y a trop. Ouais, Aurélien. Oh, pardon. Bon, moi je suis pas spécialement un fan hardcore de Star Wars. Après j'aime les bons films de science-fiction, donc je suis toujours curieux. En sachant que moi j'avais trouvé que le film de J.J. Abrams, Le Réveil de la Force, était sympathique tout en étant un petit peu réchauffé. J'avais beaucoup aimé celui de Rian Johnson, Les Derniers Jedi, parce qu'il y avait Oui. du coup un vrai bousculement de la franchise et des codes établis et puis une vraie vision d'auteur. Ça a pas plu à tout le monde, comme on le sait bien. Donc là c'est J.J. Abrams qui revient, donc à voir. Je suis plutôt sceptique, mais on verra. D'accord. Bon, j'ai une transition toute faite du coup, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, Florian. Non, j'allais juste aller dans le sens de Sylvain et dire qu'à mon avis, le futur de la franchise s'inscrit surtout dans l'univers étendu. Ouais. Et que malheureusement, donc on en parlait en off, mais The Mandalorian, ça sera pas chez nous avant février 2020 parce que Disney Plus ne sera pas en sortie internationale. Oui, vous Alors pourrez, que ça arrive le 27 novembre, c'est ce que la date qu'on avait vue, je crois. Enfin, ça vous arrive pourrez bientôt, toujours là, vous faire envoyer une cassette par un l'étranger, cousin ouais. canadien, qui vous enverra tout ça. c'est par ce la qu'on fera, poste. voilà. Du coup, la transition est toute faite avec Rian Johnson, puisque l'arrivée prochaine de Knife Out ou À couteau tiré, un thriller policier à la sauce whodunit. Donc, on rappelle Rian Johnson, donc réalisateur de Star Wars 8, de Looper ou encore de Une arnaque presque parfaite. Un casting de coupables bien bankable, puisqu'on a quand même Daniel Craig, casting, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon. Voilà, ça fait beaucoup. Est-ce que ça vous intéresse? Ça sort dans pas longtemps. Bah, beaucoup plus, Ouais. personnellement. Ouais, Voilà, la bande-annonce euh, fait très envie. Voilà, et puis quelque chose d'original, encore une fois. Enfin, en plus, j'aime bien ce côté un peu, justement, enquête Cluedo. Enfin, en tout cas, c'est ce que laisse
entrevoir la bande Oui, annonce. ça a l'air d'être un vrai whodunit. Voilà, donc ça peut être. Voilà, il ramène un genre au cinéma qui a été un petit peu mis de côté depuis un petit moment. Donc en plus, voilà, Rian Johnson est quand même un très bon réalisateur. Et enfin, c'est un avis personnel encore une fois, mais je pense suis qu'il est d'accord. partagé. Voilà. Et ce qui me fait un petit peu peur, c'est plus le gros casting bankable. Après, j'espère que tout cela va pas gâcher un peu la qualité du film. Mais non, moi, ça m'intéresse. Bon, c'est parfait. Une licence qui se relance, c'est Sam Raimi qui relance la franchise The Grudge ou Rage meurtrière au Québec. J'aime bien dire les noms québécois, si je trouve ça sympa. Donc, on rappelle, The Grudge, c'est un film japonais réalisé par Shimizu, donc en 2002, qui a donné lieu à un remake américain, qui a lui-même donné lieu à 2 suites, donc Rage meurtrière 2 et Rage meurtrière 3. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Bah moi, c'est Un pourquoi. intérêt Pourquoi pas d'intérêt J'ai pas compris, surtout que c'est une franchise, pour ceux qui connaissent un petit peu de Grudge, enfin, ça a été poncé et reponcé. Il y a eu des suites, il y a eu des remakes, il y a même eu une série. Enfin, je comprends pas pourquoi Sam Raimi s'attarde à relancer ce type de projet. Alors bon, il recommence à revenir avec Crawl, qui était quand même plus intéressant dans un retour à la production. Là, refaire The Grudge, je ne comprends pas trop. À moins de peut-être renouveler le mythe encore une fois, mais je sais pas. Ouais, ça sera surtout intéressant s'il passe derrière la caméra, ce qui m'étonnerait beaucoup. Je crois qu'il a arrêté. Finalement. Après, en dehors de Crawl, au niveau de la production, j'ai adoré, malheureusement, elle est terminée, la série Ash vs Evil Dead. Ah ouais, voilà, ouais. Mais ouais, je crois qu'en fait, Eve, la fin de la série a un peu sonné la fin de sa carrière tout court, parce qu'Hollywood lui fait plus vraiment confiance. Malheureusement, il n'a jamais pu On rappelle faire... quand même donc Ash vs Evil Dead, qui est une série qui est tirée des films Evil Evil Dead Dead, qu'il a sorti au début des années 80, c'est ça? Je sais plus. Ah, ça, au ouais, début les 80, 80, ouais. Et qui était excellente. Ouais, les 3, c'est une trilogie, Ah oui, vous pouvez oui. les revoir. Même si le 2 est plus un remake du 1. Un remake amélioré du 1. Un remake amélioré du 1. Ok, bon, on passe à autre chose. La nouvelle série HBO Watchmen, inspirée de l'œuvre d'Alan Moore, est enfin sortie. Le premier épisode est dans les bacs et je sais que certains ici l'ont vu. Qui veut en parler? Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Ouais. Personnellement, ouais, Il y a 2 épisodes qui sont sortis Pour l'instant, il aujourd'hui. y a que 2 épisodes qui sont sortis. Je n'ai vu que le premier, mais là, pour l'instant, j'ai envie de continuer. Le premier épisode, pour moi, annonce quelque chose d'intéressant, avec beaucoup de mystères. Pour l'instant, voilà, une intrigue encore un peu floue, mais je sais pas. Enfin, personnellement, en plus, c'est très bien filmé. Enfin, la réalisation est quand même très jolie. Il garde quelques tics un peu, j'ai trouvé, de la réalisation de Zack Snyder. Exactement, avec On certains rappelle inserts, que etc. Zack Snyder a fait une adaptation, Le long métrage. 2009, si j'ai 2009. 2009. Ouais. Voilà, qui est une adaptation plan par plan de la BD quasi. Hein. Il a même fait une version longue qui reprend vraiment toute la BD. Toute la BD, voilà. Il a juste modifié à la fin au final. Mais, oui, avec le fameux poulpe. Le poulpe qui fait débat chez les geeks et les fans de bande dessinée. Du coup, de mon côté, j'ai pu voir les 2 premiers épisodes. Je suis très fan. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est assez clivant. La série prend place peut-être une quarantaine d'années après le film, après du coup la BD originale, et te raconte l'histoire d'une Amérique qui aurait été traumatisée par ce qui s'est passé du coup pendant cette guerre froide où Dr Manhattan a un peu tout résolu comme il le voulait. On rappelle, donc c'est une dystopie et en réalité il part du principe que les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam grâce à Dr Manhattan, qui est une espèce de super-héros, enfin un Superman dans la version d'Alan Moore, quoi. Ouais. Et effectivement, voilà, la série est assez clivante tout simplement parce que les Watchmen en tant que groupe qu'en tant que fan on a pu apprécier sont vraiment en arrière-plan. C'est vraiment l'héritage qui a été laissé sur la vie américaine qui reste. Du coup, on retrouve par exemple les policiers entiers des États-Unis totalement masqués parce que tout le monde est rentré dans une espèce de système de vigilante où la justice personnelle fait foi, où les policiers sont traqués, sont assassinés. En soi, c'est intéressant sur ce que ça dit sur la société. Maintenant, effectivement, je demande également à voir quand est-ce que les Watchmen vont venir vraiment se rassembler dedans. J'ai cru voir Rorschach, mais la série joue un peu avec les pistes. Pour le moment, on a vu Ozymandias, qui aujourd'hui est un grand-père dans son... Qui est joué par Jeremy Irons. Jeremy Irons, qui d'ailleurs est un excellent choix de casting, je trouve, pour Ozymandias. Très bien. Ouais. Et le seul plan où l'on voit Dr Manhattan est sur Mars. Sur une télé. Voilà, sur une télé, il fait peut-être 2 cm de largeur.
Donc là, et ça Bon, c'était dans le deuxième J'ai épisode. demandé à Aurélien ce qu'il en Alors, pense. j'ai pas encore pris le temps de regarder, mais je suis très très curieux parce que c'est Damon Lindelof qui est showrunner et Showrunner, ouais. je suis un gros fan de The Leftovers, de sa dernière série, donc j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire avec cet univers. Ok, bon, ça a l'air pas mal. Moi, je suis curieux. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la série prend vraiment le parti de refaire une œuvre, on va dire, entre guillemets, politique, comme a été l'œuvre d'Alan Moore à l'époque. C'est-à-dire que là, il prend le parti des guerres raciales, ou tout du moins, enfin, la première, le premier épisode s'ouvre carrément sur les émeutes de, je sais plus le nom de la ville, enfin, une des plus grosses émeutes raciales Oui, aux qui a vraiment États-Unis existé en dans les années 1920. 30, 20. Ouais, 1921 si je dis pas de bêtises. Oui, la fameuse Nuit Blanche. Oui, c'est ça. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas, s'ils prennent le parti et effectivement d'en faire une œuvre politique comme l'a fait Alan Moore à l'époque, ça peut être intéressant. Sachant que Alan Moore a encore une fois dit qu'il voulait pas en entendre parler, il ne détient pas les droits de ces bandes dessinées et il pousse à chaque fois d'un revers de main toutes les adaptations qui sont faites de ces BD. Il ne les reconnaît pas en tant que telles et il considère que ça ne fait pas partie de son œuvre. Après, c'est un personnage assez particulier, Alan Moore. Et c'est ça, je comprends pas pourquoi on continue à lui demander son avis, puisqu'il ne veut jamais. En fait, Alan Moore, c'est un peu, toute proportion gardée, l'inverse de James Cameron, qui lui est d'accord avec tout ce qui est adapté de ces univers. Hein. Il fait bien la pub, il fait bien l'homme sandwich. Terminator Genesis. Alan Moore, pour trouver une adaptation qui valide, je pense qu'on n'est pas couché. Par contre, il me semble que Gibbons est à la production. Gibbons, c'est le dessinateur de Watchmen, et lui, il me semble qu'il est tout du moins coproducteur, ou enfin, il est derrière, quoi. Il regarde un petit peu ce qui se passe, même si souvent la BD est plus reconnue pour être une BD d'Alan Moore plus qu'une BD de Gibbons. Je pense que ça pourrait être intéressant de revenir sur cette série quand on aura peut-être vu 4-5 épisodes, enfin voilà, que ça on aura bien avancé dans cette première saison. Ok, bon, on regardera ça et puis on en reparlera peut-être la prochaine fois. Une autre news, c'est la bande-annonce de Kindred Spirit qui est sortie. C'est le prochain film de Lucky McKee, réalisateur de May, de The Woman ou encore de All Cheerleaders Die. Sylvain, c'est encore toi qui a balancé la news, donc c'est toi qui va... avec Bliss qui est absent justement. Oui, alors Bliss n'est pas là, il aurait dû être là mais finalement il peut pas être là, mais c'est vous qui avez insisté pour que ça aille dans les news. Je sais que vous aimez beaucoup le réalisateur. On aime beaucoup le réalisateur Lucky McKee, je pense que vous avez aussi vu quand même son premier essai May, qui est quand même une petite bombe. Et là, voilà, c'est un très très bon film en tout cas. Et effectivement, je ne dirais pas ça, mais... Mais voilà, enfin là il revient avec Kindred Spirits et il change encore un peu de style. J'ai eu l'occasion de voir le film présenté au Festival de Strasbourg. Ah oui, c'est vrai, tu l'as vu. Strasbourg, voilà, j'ai pu rencontrer le réalisateur. Et non, il reste vraiment dans cette ce délire un peu indé, mais assez sarcastique. Il traite plus à notre style. On n'est plus du tout dans la fibre du film d'horreur, en plus là psychologique, un peu. Il a cité Jeune fille partagerait appartement entre autres. On est vraiment dans un autre délire, mais voilà, le film, voilà, je ne sais pas s'il sortira. Éventuellement, j'espère au moins en VOD. Ça m'étonnerait qu'un film comme celui-ci soit distribué dans les grandes salles. Il n'y a aucun de ces films qui est sorti en salle, il me semble. Même pas May ou The Woods. C'est surtout un réalisateur de festival, hein, on va pas se mentir, et il me semblait que May, mais c'est possible, c'est possible. Mais... Et après, c'est vrai que j'ai vu ces films qu'en festival, effectivement. Mais voilà, je trouve que c'est un auteur à suivre, et ce genre d'auteur dont on parle pas trop en dehors justement du circuit festival, ça mérite d'en discuter pour pousser un peu les gens à découvrir aussi cet autre cinéma. Bon, en plus ici on a quelques fans de cinéma de genre, donc c'est un petit peu normal qu'on en parle aussi. Exactement. Bon, on passe à la suite. Qu'est-ce qui me reste ? Ah oui, c'est Florian qui m'a dit que Apple TV était dispo et tu voulais nous en parler un petit peu. Ouais, du coup, puisque nouveau média dans la guerre de la SVOD, Apple TV+, qui est dispo depuis hier, excusez-moi, au prix de 4,99€ par mois. Pour le moment, c'est vraiment un pari, parce que pour 4,99€ par mois, ça reste une petite somme, ça reste tout de même la moitié de ce que demande Netflix pour son premier abonnement. Et aujourd'hui, on a... en HD... 4K même. 4K, ouais. Carrément. 4K et compte familial, du coup, c'est quand même plus facile d'étaler... d'étaler le coût. Maintenant, il y a peut-être à tout casser. Ouais, en termes de contenu, il y a 7 séries qui se battent en duel. Il y en a 3 qui en ressortent et qui sont pour le moment, en tout cas de ce que j'en ai vu, plutôt pas mal. La première, c'est Morning Glory, donc la fameuse série produite par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon,
sur le milieu sur les dessous d'un journal du matin, qui en fait va être intéressant dans le sens où il va s'inscrire totalement dans l'après-MeToo. À savoir qu'on commence le premier épisode avec Steve Carell qui est licencié de sa place de présentateur vedette du journal et en plus de présentateur préféré de l'Amérique pour malconduite sexuelle, et tout va s'inscrire autour du coup de Jennifer Aniston qui va déjà tenter d'affronter l'orage suite à ça, et aussi justement de reprendre en main le tout en tant que femme forte. Et il y a vraiment un questionnement intéressant, je trouve, autour du mouvement MeToo dans la série, ne serait-ce que par Steve Carell qui dans un premier temps, sans trop spoiler, va commencer par renier ce qu'il a pu faire et simplement crier on peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, avant de commencer à se remettre en question. Pour le moment, il n'y a que 3 épisodes qui sont disponibles. Les prochains seront disponibles épisode par épisode tous les vendredis. Donc sur 3 épisodes, voilà, c'est plutôt très sympathique. D'accord. Notamment Bill Crudup qui joue dedans, qui est excellent, qui joue le gérant, en tout cas le directeur des programmes de l'information. Derrière, j'ai pu voir donc les 2 premiers épisodes de Si, donc Si Dystopie avec Jason Momoa en vedette. Jason Momoa qui est l'acteur qui a joué déjà dans la première saison de Game of Thrones, si je dis pas de bêtises, oui. Et qui est également le personnage principal dans Aquaman, c'est voilà, ça, donc la franchise DC qui s'inscrit dans la Justice League avec Batman, Superman, etc. Et là, en fait, ces dystopies, alors c'est vraiment un concept, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'un virus, à peu, il y a plusieurs centaines d'années, fait perdre la vue aux humains, et qu'à ce jour, personne n'est doté de cette capacité, sauf 2 enfants qui vont naître, qui vont doter de vue. Donc il va y avoir une sorte de sorcellerie autour, parce qu'effectivement, le fait que l'être humain puisse être doté de la vision est devenu un mythe. C'est un film de super pouvoir à rebours, en fait, c'est ça ? C'est un peu ça, ouais. Il n'y a pas eu un film d'ailleurs aussi, on est dans une société où si, les gens c'est Blinded ou Blind, je sais plus, avec Julianne Moore, ouais, c'est adapté d'un roman. Oui, exactement, Marc Ruffalo. Ça date pas d'hier, effectivement. Il est très je sais plus qui c'est qui a réalisé ça, c'est un réalisateur espagnol, je crois, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Mais ça okay, on regardera ça. Même thème justement. Ouais, exactement. Toute l'humanité est aveugle. Ouais. Et donc Florent, du coup, tu l'as vu cette série-là ? Non, elle est pas. Oui, non, si elle est disponible. J'ai vu 2 épisodes sur les 3 disponibles. Là aussi, pour le moment, c'est plutôt très solide. C'est extrêmement bien réalisé. C'est Francis Lawrence qui est derrière la caméra. Donc Francis Lawrence qui a réalisé la trilogie Hunger Games, enfin, la quadrilogie du coup, puisque le dernier a été splitté. Ça ressemble beaucoup visuellement au. Il a fait aussi Constantine. Oui, Constantine, effectivement. C'était un peu moins. Je préfère citer les bons films. Plus oubliables. Et ça ressemble beaucoup visuellement. Alors j'ai perdu le nom de son film, excusez-moi, le dernier Inaritu avec DiCaprio. Ah, The Revenant ? Voilà, The Revenant. Ouais. Visuellement, ça ressemble beaucoup à The Revenant, déjà parce que ça se passe principalement en forêt. Tu as une caméra tremblante et à l'épaule la plupart du temps. Lumière naturelle. Ouais, lumière naturelle, 4K en plus sur Apple TV, donc c'est vraiment très beau. Et le point fort pour moi de la série, à mon avis, qui sera une espèce de Game of Thrones en devenir, en tout cas si elle tient ses promesses, c'est vraiment ces combats. C'est-à-dire que même si je sais que ça fait scandale, parce que certains considèrent qu'il y a un manque de cohérence entre les combats et le fait que tout soit atteint de cécité, le peu de combats que j'ai vus en tout cas prennent bien en considération que les gens qui combattent sont aveugles. Et du coup, ça donne des chorégraphies plutôt sympathiques. D'accord, ok. Bon, bah, ça a l'air d'être plutôt un bon bilan. Du coup, il n'y a que des séries, il n'y a pas vraiment de films Alors, pour le moment, il n'y a que des séries. Enfin, il y a un documentaire sur des éléphants, mais je vais vous l'épargner. Il y a une troisième J'aurais bien voulu que tu nous fasses une petite chronique critique sur le documentaire des éléphants. C'est assez cocasse. Ça sera pour une prochaine. Non, par contre, il y a une troisième série que j'ai pas encore pu commencer qui est sortie, qui est avec Joel Kinnaman. Qui raconte en fait de ce qui se serait passé si les Russes avaient mis pour les premiers le pas sur la Lune. Et donc voilà, l'Amérique s'en trouve bouleversée. Ça ressemble a priori dans l'esprit beaucoup à la série Amazon qui est adaptée d'un bouquin sur The Man of the High Castle, c'est ça ? Voilà, si les nazis avaient gagné la guerre. En tout cas, voilà, je pense que les prises de risque sont plutôt sympathiques. Il y a eu une semaine gratuite. Je pense que ça se tente, sachant que dans les films qui vont arriver, il va notamment y en avoir un réalisé par M. Night Shyamalan, et il va y avoir une série, parce que Apple a réussi à grignoter les droits sur les refondations d'Asimov. D'accord, ah oui. Ah oui. Moi je vois pas du tout ça d'un bon oeil. Mais bon, gros morceau là. Bon, on verra ce que ça donne. Bon.
Je suis curieux. N'empêche que c'est quand même c'est un des rares à proposer de la 4K aujourd'hui, il me semble, aujourd'hui en France en tout cas, non? Parce que Netflix le fait aussi, Amazon Prime aussi. Ce qui est bien sur Apple Je sais TV+, même pas c'est qu'il y que avait de la 4K tout est en aujourd'hui 4K. sur Netflix. Mais Netflix, la 4K, je pensais que c'était qu'aux États-Unis. Je pensais qu'en France, c'était pas. Ah non, mais j'ai un abonnement 4K. Ah ouais, d'accord, ok, bon. Donc, je n'ouvre plus Netflix depuis. Ça sert à d'autres personnes, pour l'instant, mon compte. Bon, on a fait le tour, Florian? Ouais. Ok, bon, j'en profite pour, tant qu'on est dans les news, à parler aussi du Arf Festival. Donc, Arf Festival, c'est un collectif qui est basé à Namur et qui font un petit festival de genre, ancré dans le genre. Et là, particulièrement, ça commence ce week-end. Donc, il y a Bliss qui va nous faire un petit reportage comme la dernière fois, parce qu'il connaît les organisateurs du festival. Et donc, qui ont décidé de diffuser pas mal de films de genre, en tout cas des vieux films. C'est pas mal des films dans les années 80. Il me semble que j'ai vu les Gremlins. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a Jason les Argonautes. Il doit y avoir du Mario Bava, etc. Donc voilà, ça semble pas mal. Alors moi je voulais y aller, le problème c'est que c'est que des films que j'ai revus récemment, donc je me suis dit, bon. Mais c'est toujours intéressant de les revoir sur grand écran, des films de Mario Bava, je pense que c'est pas tous les jours qu'on peut les revoir. Ouais, sur grand écran, c'est pas banal. Voilà, donc autant les Gremlins, tout ça, ça repasse de temps en temps, mais enfin voilà, ils ont une programmation assez large, donc on leur fait un petit coucou, et puis on espère que ça se passera bien pour eux. Bon, est-ce qu'on a fait le tour des news? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Oui, non, une news de dernière minute? Non, pas de ma part. Bon, Pour ma part, c'est et ben on va aussi. pouvoir passer à la suite. On fait une petite pause musicale avec le titre The Jester de Bad Flower et on revient tout de suite après pour les sorties salles. When you have to shoot, shoot, don't talk. À l'heure de cette 6e émission, on peut déjà vérifier si nos prédictions de Cassandre sont justes ou non. Aussi, il nous est arrivé lors des précédents enregistrements de jubiler devant la bande-annonce du Joker, de cracher sur celle de Terminator 6 ou de hausser les épaules à la vue d'un Zombieland 2. Et comme tout ceci est enregistré, autant jouer carte sur table et on va voir où on s'est foiré dans les grandes largeurs et où nos visions n'avaient d'égal que celle de la pitié de Delphes, l'inceste en moins. On se demandera donc ce mois-ci avec Joker si on assiste à un vrai tournant du genre ou si on a juste changé l'étiquette sur le même bidon de lessive, avec Terminator Dark Fate si le T-800 s'est définitivement transformé en Charles Ingalls, avec Zombieland 2 si c'est dans les vieux crânes qu'on fait les meilleures bouillies de cervelle. Bref, une émission professorale façon correction de copie où on ne lésinera pas sur les coups de règle. Vous êtes toujours sur Pacific FM, il est 17h39 et c'est les sorties salles. When you have to shoot, shoot, don't talk. Reparti avec le Lion d'Or au Festival de Venise, encensé dans la presse et sur les réseaux sociaux où la semence des geeks se mêle à celle des partisans des films d'auteur, des culs de bus en passant par Télérama, des boutiques de comics jusqu'à la programmation de France Culture. Un film où se retrouvent autant les incels que les manifestants libanais. Bref, le film Joker est partout et pulvérise les records de vente. On écoute tout de suite la bande-annonce. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. Le film est réalisé par Todd Phillips et au casting on retrouve Joaquin Phoenix, Zazie Beetz ou encore Robert De Niro. On va faire une critique en fer de Dante, hein. On va commencer par les plus gentils et plus on avancera et plus on s'enfoncera dans les méandres de la méchanceté et de la bassesse. Je vais donc commencer avec Aurélien parce que je pense que c'est toi qui as préféré le film ici. Joker, par où commencer? Donc oui, moi j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve que c'est intéressant d'en parler autant. Enfin, c'est intéressant de voir autant les réactions en fait que ça a suscité et tout le brouhaha qui est autour, autant qu'en film en tant que tel. Déjà, moi j'aime bien parce que c'est un film qui refuse en fait de s'ancrer
dans une mythologie ou dans un univers étendu qui est celui du DC Universe, donc instauré par DC depuis un moment pour reproduire le succès de Marvel. On rappelle, donc c'est Batman versus Voilà, Superman, Aquaman, Man of Justice Steel. League, tout ça. Donc là, c'est un peu en fait ce qu'on peut appeler un standalone movie, c'est-à-dire que il ne prend pas place dans cet univers. Donc adieu les références aux autres films, adieu on installe des choses pour la suite pour continuer à faire du fric. Voilà, et surtout voilà, on décide de mettre un auteur derrière, parce que Todd Phillips, on pourra en reparler, mais moi je trouve que c'est un mec quand même assez intéressant pour livrer sa vision du personnage. Et en fait ça pourrait même presque être un film qui n'est pas sur le Joker, c'est avant tout l'histoire d'un être esseulé qui va se rebeller contre la société qu'il a vu naître et qui l'a fait devenir ce qu'il est devenu. Donc voilà, avant de narrer la naissance de l'ennemi juré de Batman, c'est voilà, avant tout un portrait en fait malade d'un personnage qui a évolué dans une société malade, et de par sa différence et son handicap, s'est fait rejeter toute sa vie, et qui malgré ses efforts n'arrive plus à s'intégrer et va donc céder aux sirènes de la violence. Donc voilà, c'est un film qui arrive à aborder des sujets assez épineux comme le terrorisme ou comme le lynchage sur la place publique qu'on peut voir encore aujourd'hui dans les émissions de télé et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même si le film se passe dans les années 70, donc il n'est pas question de réseaux sociaux. Oui, mais il est très ancré dans le cinéma des années 70, dans le Nouvel Hollywood en particulier, sur les films de Scorsese. Exactement, voilà, comme on l'a dit. Mais voilà, on peut faire un parallèle avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout ce voyeurisme-là, et comment il va retourner tout ça contre ses détraqueurs, enfin c'est les gens qui l'ont humilié. Il y a aussi une critique des médias dans le film au travers de l'émission qui est présentée par Robert De Niro, qui joue le rôle de Murray dans le film, et qui en fait prend le rôle que jouait, j'ai oublié le nom de l'acteur qui jouait dans La Valse des Pantins. C'est Jerry Lewis. Jerry Lewis, voilà, qui joue le présentateur. Voilà. Donc c'est un site qui cite énormément Taxi Driver et La Valse des Pantins, qui est quand même en dessous, hein, on va pas se le cacher. Je trouve, niveau défaut, que ça manque parfois un peu de subtilité dans l'écriture. Le film appuie certaines choses qu'on avait déjà compris par moment, mais en fait, au-delà de ça, le jeu de Joaquin Phoenix est tellement prenant et subtil que ça compense, je trouve très bien ça, et il y a quelques vrais moments d'anthologie. Et voilà, je trouve les réactions dithyrambiques et haineuses dans les deux cas vraiment exagérées. Mais je pense que c'est parce que le film utilise une mythologie ultra connue qui est celle de Batman et des super-héros, qui est produit par une grosse boîte et qui a un acteur, une superstar à sa tête, que tout ça a pris énormément d'ampleur, parce que voilà, les cinéastes aujourd'hui qui font des films transgressifs, beaucoup plus que Joker et tout, ils existent, ils sont là, mais ils ont une aura moins grande parce que il n'y a pas tout ce que je viens de dire là. Donc c'est voilà, à la fois logique que le film ait créé tout ça, quoi. Ok. Sylvain, toi, je sais que tu as J'ai apprécié aussi le film. J'ai très bien aimé le film, donc voilà, je n'irai pas jusqu'à dire comme beaucoup de personnes, beaucoup de critiques disent que c'est un chef-d'œuvre. Il ne faut pas non plus exagérer, mais j'ai trouvé le film très très bien. Aurélien, je crois, a clairement très très bien résumé le fond de ma pensée sur beaucoup d'aspects. Et je trouve que voilà, le film dégage énormément de qualité de par les messages, de par aussi l'interprétation forcément que j'ai aimée de Joaquin Phoenix. Ouais. Je resterai un peu plus réservé sur la mise en scène du réalisateur, mais je mettrai plus les qualités plus à côté concernant son chef-op. Là, on est en termes de la lumière, de l'éclairage, les codes couleurs, etc. C'est un film qui est magnifique, ouais. Très très beau visuellement. Après, j'ai bien aimé la façon dont il réinvente un petit peu le personnage. Pourquoi pas? Il y a 50 000 façons d'interpréter ce personnage du Joker, et la façon aussi dont ils ont un peu raconté on va dire voilà, tout ce qui se passe en parallèle sur la mythologie de Batman, l'interprétation, comment exploiter le personnage du père de Batman, Thomas Wayne, qui en fait là finalement dans ce film pour moi est une véritable ordure. Et qui est une version de, on va dire, George Bush ou un truc comme ça, enfin un homme politique véreux. Ouais, complètement, voilà. Et c'est bon, voilà, c'est là où on voit le message aussi. Donc voilà, je vais le dire, c'est le message un peu politique du film concernant voilà les autorités, le capitalisme, la société. Le film parle de l'Amérique de Trump. Hein. Ce qui a provoqué comment est-ce que Joker est devenu tel qu'il est par rapport voilà à son suivi médical, et le fait que voilà il y a eu des coupes de budget, qu'il n'a plus droit à accès à ses soins, et qu'il
commence à péter un câble. La façon dont est traité aussi sa pseudo-schizophrénie. Avec voilà ce personnage secondaire féminin, donc j'ai oublié le nom de cette actrice, mais c'est Zazie Beetz. Voilà. C'est non, globalement le film, je l'ai aimé. Il y a aussi quelques défauts. C'est voilà, ça manque de subtilité à certains moments. J'ai adoré le final et la musique du film aussi était vraiment très bonne. Très bien. Le thème principal du Joker est vraiment très bonne. C'est une compositrice. C'est une compositrice, exactement. J'ai oublié le nom. Pareil, si quelqu'un sait le retrouver en attendant pour le sortir mais, après. Je n'ai pas trop compris tout le battage médiatique. Voilà, comme disait Aurélien sur l'encensement ou sinon les personnes qui descendent littéralement le film pour moi des raisons qui ne sont pas vraiment justifiées sur par exemple le CV du réalisateur. Pour moi, ce n'est pas réellement justifié, surtout que le réalisateur est loin d'être un mauvais. Enfin, j'aime ce réalisateur, je le trouve très très bon. Mais honnêtement, voilà. Enfin, Aurélien, je me répète, a quand même vraiment très, très bien résumé mon point de vue. Je trouve que c'est un très bon film. Avec les influences totalement assumées. Enfin, je pense qu'il s'en est pas du tout caché par rapport à ces influences de Taxi Driver. On rentrera dans les détails un peu plus après sur les différents aspects du film. Là, on va essayer de prendre un peu à chaud les différentes réactions. Du coup, Florian, toi, je sais que tu as un peu moins aimé, mais tu as quand même apprécié le film. Ouais, moi, je suis un peu le purgatoire, du coup, avant qu'on tombe en enfer. Savoir que, comme d'hab, Guillaume, en tant que grand dictateur, va se réserver les coups de boule au film de Todd Phillips. Mais par contre, je suis un peu embêté, c'est que finalement, j'écoute donc Aurélien et Sylvain, et je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec les qualités, je suis d'accord avec les défauts. Là où le bas blesse pour moi, c'est on en prévu d'en parler un peu plus tard, mais c'est un film qui cite Alexei, Taxi Driver et La Valse des Pantins. Donc il y a tout de même une sorte de prétention, en tout cas dans ce film, pas de prétention, on n'est pas chez Dolan, c'est pas non plus criant, ça ne crée pas de tous les ports qu'on a envie de faire un grand film, mais à partir du moment où tu cites deux mastodontes de Scorsese tels que ceux-là, il faut quand même avoir l'air un peu plus solide, et malheureusement, même si la réa même si la photo est très jolie, même si Joaquin Phoenix, comme à son habitude, est gigantesque, le film fait pas grand-chose, et en plus de sa narration et de sa réalisation qui est quand même assez, je trouve, plan-plan. Il n'y a pas de vraies trouvailles, de vraies propositions, si ce n'est comme on en parlait tout à l'heure. Alors, tu veux continuer, Florian? T'as encore non, j'allais dire qu'effectivement, à part certaines scènes, comme on en parlait, donc la fameuse danse dans sa salle de bain de Joaquin Phoenix, qui a été improvisée par l'acteur sur le tournage. Voilà, effectivement, rien n'en ressort spécifiquement, si ce n'est justement la photo qui quand même enjolive beaucoup de plans. Voilà, j'ai trouvé ça assez moyen. Cela dit, puisqu'on parlait des scandales que ça avait provoqué autour, même au-delà du est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, je trouve que si le film a une qualité, c'est qu'il est quand même l'exemple type de ce qu'est aujourd'hui le monde. C'est-à-dire que le film parle justement de politiciens véreux, de lynchage public. Aurélien faisait un parallèle avec la télé-réalité, la télévision aujourd'hui. Finalement, le film a été un peu la victime de ça. C'est-à-dire qu'on a t'en parlais en début d'émission, mais beaucoup ont trouvé des propos pro-incel dans ce film. Donc pro-incel, et inversement, je veux dire, tous les partis politiques, pas tous, mais on va dire, il y a un spectre assez large qui revendique les messages du film, en fait. C'est déjà le problème du film, c'est ça, c'est d'iconiser quand même un personnage, diabolique, un bad guy reconnu comme un bad guy, d'iconiser la justification de ses actes par la violence aussi. Il y a énormément d'empathie, c'est ça qui est paradoxal aussi, c'est d'avoir l'empathie pour ce personnage qui finalement répond par la violence. C'est un peu plus compliqué que ça parce que t'as pas toujours de l'empathie. Je trouve que Tossi, ton identification, elle est perturbante pendant le film parce que Tossi entre empathie, pitié, dégoût aussi, parce que. Mais il est iconisé, oui, mais aussi on le voit comme quelqu'un de malade et en fait on comprend pourquoi il fait ça et du coup par ce biais-là on comprend pourquoi tant de gens aussi aujourd'hui en viennent à commettre des actes terroristes ou à se faire endoctriner. Mais on sait très bien que nous, on n'en viendrait pas là, parce que... Ouais, voilà, je suis assez d'accord avec toi dessus. C'est que
le film en fait t'explique quel a été le cheminement de cet homme pour devenir le Joker, pour devenir Voilà. un monstre, mais ne l'excuse pas. Et ce que je trouve dommage aujourd'hui, en tout cas dans l'ère dans laquelle on vit, c'est qu'on a beaucoup tendance à faire l'amalgame entre compréhension et excuse. Tu peux comprendre quelqu'un, excusez-moi, je ne vais pas faire de politique, mais tu peux comprendre quelqu'un de fasciste Oui, sans pour autant partager Voilà. ses idées ou Enfin, exposer ses C'est arguments. en ce sens-là que c'est un film pas du tout manichéen et moi je me réjouis du succès du film parce que ça montre que déjà les spectateurs, enfin le grand public est prêt à recevoir des films différents, autres que des blockbusters Marvel, un peu voilà politique. tout ça, Voilà. des vraies visions d'auteur et puis ça renoue avec un cinéma d'auteur populaire en fait qu'on voyait beaucoup justement dans les années 70 et dans tous ces films que le film cite, qu'on voit plus non plus tant que ça aujourd'hui. Et donc voilà, moi je suis très content que le film ait un tel succès, même si niveau qualitatif je le trouve voilà un peu exagéré, parce que il y a plein de films sur ces sujets-là ou qui ont des visions politiques qui sont encore plus virulentes et plus pertinentes, mais voilà qui encore une fois n'ont pas l'aura d'un Joker. Mais bon, Ouais. j'ai le nom de la compositrice si jamais. Ah, vas-y, dis. Alors elle est islandaise, donc elle a un nom pas possible. Oui, c'est vrai. Je vais sûrement l'écorcher. Hildur Guðnadóttir. Voilà, Parfait. et c'est la compositrice de Parfaitement écorché. notamment The Revenant, Sicario, Premier Contact ou la série Tchernobyl, donc c'est du joli. D'accord, La ok. série Tchernobyl qui d'ailleurs est réalisée par le co-réalisateur de Todd Phillips sur Very Bad Trip. D'accord, ok. Bon, sur le message politique, moi je vais avoir un discours complètement à l'inverse. Moi, ça me dérange pas qu'un film ait un message politique. Je vais même dire, enfin en tout cas pour moi, ça entache pas la qualité d'un film. Voire même qu'un film ait un message politique inverse au mien me dérange pas sur la qualité d'un film. Si on veut rester dans l'univers de Batman, je peux prendre The Dark Knight par exemple pour moi, qui est un film qui justifie le Patriot Act par exemple après les événements de l'attentat des tours du World Trade Center. Voilà, qu'il le fait avec des nuances, mais quand même c'est un peu ça que ça dit. Ça ne m'empêche pas de trouver des qualités cinématographiques au film, c'est-à-dire si on enlève tout ça. Moi, là où j'ai un problème, c'est que le réalisateur, que ce soit dans ses interviews ou que ce soit dans le film même, parce que le Joker annonce lui-même qu'il n'a pas de projet politique à proprement parler. Voilà, il dit que non, son film n'est pas politique, il l'a répété souvent. Alors pour moi il y a deux solutions là-dedans, c'est soit ce mec essaye a bien conscience qu'il ne peut pas diffuser son message politique et du coup il essaye de ménager la chèvre et le Une chou. nuance, ouais, il essaie de nuancer Voilà. son propos. Soit clairement il considère que son film n'est pas politique, sauf que du coup à ce niveau-là pour moi il y a un vrai problème, parce que je considère que oui c'est un film politique parce qu'il charrie des thèmes comme la révolution, Ouais, comme il les déclasse, inégalités quand même, sociales, C'est un comme film ultra politique. la fermeture, etc. Sauf que pour moi, le problème, c'est que ces trucs ne sont jamais traités. Je trouve que c'est jamais traité, ou alors, en termes politiques, je trouve ça vraiment au ras des pâquerettes, quoi. Et donc, ça m'étonne pas trop que des sujets politiques qui soient si peu traités soient récupérés tous azimuts par tout bord politique, parce que justement, tout le monde peut y trouver son compte là-dedans, quoi. Et donc, moi, ça me pose, clairement, ça me pose un peu problème. Et en fait, le film, pour moi, il fait une espèce de grand écart très bizarre, parce qu'il se dit, d'un côté, il essaye de ménager les studios en disant non, on fait pas de film politique, etc. Et d'un côté, il se vend aussi comme un film intelligent, mature, etc. Donc, moi, je suis un peu perdu là-dedans, même si moi, je trouve qu'au final, le discours politique est vraiment pas terrible. Bon. C'est intéressant. Ça, c'est sur la vision politique du film. Après, sur la vision, sur l'aspect Purement l'objet cinématographique, j'y cinématographique, reviendrai plus tard. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve qu'on peut faire un parallèle avec le film, l'histoire du film lui-même, où en fait, sur l'appropriation, où en fait, lui, à la base, voilà, c'est juste un trop-plein, enfin un ras-le-bol qui le fait vriller, et comment après, ces actes vont être réappropriés par un ras-le-bol général, et par toute une population qui en peut plus des injustices, quoi. Mais par exemple, moi, cette population qui en peut plus des injustices, je trouve que c'est jamais traité dans le film. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça arrive comme ça, par magie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de pensée de ce que sont ces personnes. Je veux dire, on nous parle des grévistes, on les voit jamais. On ne sait pas qui ils sont. On a des gens qui protestent, mais on ne sait pas vraiment pourquoi ils protestent. On n'a pas de, il y a ce truc, cette étincelle qui ferait que ça partirait en live. Moi, je la sens jamais, je la comprends pas vraiment. Ah, je Le trouve que film est très centré sur son personnage, quand Ouais. même. Voilà, Oui. C'est juste un background, mais on le comprend parce Voilà. que aujourd'hui, c'est ça qui se passe aussi.
Ouais, du coup, je comprends un peu le point de vue de Guillaume, même si à nouveau, je suis pas aussi dur que toi dessus. J'ai un peu fifi, je t'avoue, du discours politique, parce que je trouve aussi un peu aurait des pâquerettes et ne servant que de background à l'histoire du Joker plutôt que de vrais messages. Mais effectivement, la lutte des classes, on la voit. Mais on en parle réellement parce qu'on voit peut-être 2 secondes dans un plan une télé qui tourne avec un JT au fond. À aucun moment il y a d'exposition autour du sujet, autour de pourquoi. Pour moi c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'il utilise ces choses-là comme un décorum, comme une espèce d'artifice. Et enfin, je trouve que ça, je dirais pas que ça me pose pas de problème en soi, mais par contre je trouve ça assez fort de café de venir m'expliquer derrière que non, je comprends pas que ce mec-là arrive, enfin le Todd Phillips pour le coup, arrive à venir se plaindre après en disant ouais, je trouve pas ça normal qu'on politise mon film et tout. Même sur quand tu prends comme canevas des films des années 70 qui sont éminemment des films politiques qui ont réintroduit la politique dans le cinéma d'Hollywood, comment en les citant constamment tu peux dire après ah non mais moi mon film est pas politique, y a pas de problème. Ça pose quand même un petit problème je trouve en termes d'identification de son film. L'industrie hollywoodienne entre les années 70 et 2019 a énormément changé, la communication d'Hollywood et la politique aussi des studios, on n'est pas dupes, son discours a dû être bridé parce que je pense que voilà aussi en tant que réalisateur comme on en a parlé, on n'est pas non plus dans la tête du réalisateur et dans sa démarche marketing entre guillemets. Mais je pense que voilà derrière aussi en tant que réalisateur face à une grosse industrie qui essaie justement d'être plus ou moins neutre par rapport à ce type de grosse production. On est quand même chez Warner Bros. Je pense pas que le réalisateur voulait aussi trop se mouiller. Enfin, c'est un avis personnel, mais je pense que je suis d'accord que ce sont des choses qui sont extérieures au film. Bien sûr. Que finalement ça ne juge pas de la qualité cinématographique. Je pense qu'il faut recentraliser aussi le débat, enfin pas par rapport à nous ici, mais je pense qu'en général on a trop tendance à voir ce qui se passe autour du film, ce qui gravite autour du film, et on oublie un peu de juger vraiment l'objet tel qu'il est en fait, l'objet cinématographique. Et faut pas oublier qu'on est juste sur l'histoire d'un personnage de comics book et de son ascension vers la folie avec ses toiles de fond plus entre guillemets politiques. Mais derrière, je pense que les gens parfois vont un peu trop loin. Ok, Aurélien ? Oui, moi je pense qu'il sait très bien que son film est politique parce que faut pas oublier que son précédent film à Todd Phillips, qui était War Dogs, c'était déjà le premier tournant de sa carrière. En fait, sa carrière, il a commencé à arrêter de faire des comédies. Je pense avec Jonah Hill et j'ai oublié le nom de cet acteur. C'est lui qui joue dans Whiplash, c'est le jeune acteur qui joue dans Whiplash. Miles Teller. Voilà. Qui était en fait un film sur l'industrie des armes et sur le capitalisme, qui était un film très très politique, très cynique aussi. Voilà, très cynique. Donc on retrouve ça dans ce Joker. Donc c'est une évolution totalement logique parce que Todd Phillips on l'a catalogué à faire des comédies après le succès énorme de Velvet Trip. Donc je pense qu'il a dû les enchaîner et c'était aussi pratique pour lui. Mais il a d'autres trucs à raconter et ça se sent avec ses 2 derniers films quoi. Donc moi j'ai envie qu'il continue là-dedans. Pour rebondir sur ce que tu disais, Sylvain, en particulier sur le fait qu'il faut peut-être effectivement mettre de côté la question politique, même si le problème c'est qu'elle revient souvent sur le tapis, en particulier avec le contexte actuel, etc. Et qu'elle revient. Et puis surtout, on a vu quand même des manifestants à Hong Kong, au Chili, au Liban, etc. Revêtir le maquillage du Joker en signe de protestation. Donc en fait, le film crée du message politique. Après, il le fait peut-être à son corps défendant, c'est possible, mais voilà. Si on met ça de côté, moi si je veux revenir sur la qualité cinématographique du film, déjà il faut que je montre patte blanche et expliquer, parce que on peut toujours avoir des débats sur ce qui est un bon film, pas un bon film, etc. Et moi le problème que j'ai là-dedans, c'est que ma conception, je pense que si je n'ai pas aimé le film, ça tient à ma conception personnelle que j'ai du cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est pas des beaux plans, c'est pas des bons acteurs, c'est pas une belle colorimétrie ou une belle photo. Parce que à ce titre-là, on peut considérer, je sais pas moi, que la publicité, ça peut être des bons films. Or, je considère que la publicité, pour moi, c'est pas du cinéma. Jean-Pierre Jeunet, c'est de bons films d'ailleurs. Pour moi, ça tient pas à ça. Le cinéma, pour moi, avant tout, c'est d'abord un langage. C'est un langage que tu essayes de véhiculer via les outils de ton médium, à savoir le cinéma. Et le problème pour moi avec ce film Joker, c'est qu'effectivement il a des très beaux plans, effectivement c'est très joli, la colorimétrie est jolie, la musique est jolie, l'acteur fait le taf, mais je trouve que je ne vois pas de cohérence de mise en scène, c'est-à-dire je ne vois pas de langage concrètement dans ce film, quoi. C'est ça qui me gêne le plus. Et moi j'ai plus l'impression de voir une espèce de filtre Instagram où on monte des vidéos et des petites scènes très jolies, mais découpées les unes à la suite des autres. C'est violent. Où je regarde le truc, je fais
Ok, mais je vois aucune cohérence entre ces trucs. Et C'est vrai que c'est quand même, excusez-moi, c'est comme beaucoup de moments de bravoure les uns derrière les autres. Il y a quand même un fil rouge autour de ça, mais je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que ça manque de continuité en tout cas. Même en dehors du scénario que je trouve vraiment très rapetissé, parce que pour le coup le scénario consiste à dire il est devenu fou parce que c'est la faute à la société. Entre autres, non, il y a quand même une analyse. Enfin, c'est là où je suis pas très d'accord par rapport à ça parce que. Vas-y, je t'en prie. Non, mais il y a pas de souci. C'est juste, c'est pas que la faute de la société. Enfin, l'origine du personnage et l'histoire qui l'amène à devenir le Joker. Enfin, il y a quand même son passif familial, l'histoire, cette trame qu'il y a avec Thomas Wayne, avec sa mère, aussi les liens qu'il entretient avec sa mère. Enfin, tout ça pour moi n'est pas non plus juste anecdotique. Enfin, finalement, le film suit l'histoire du personnage et raconte son ascension vers la folie. On n'est pas juste, je sais pas comment développer plus cela. Enfin, le film quand même dure 2 heures et je trouve que sur les 2 heures, malgré entre guillemets certaines fautes de rythme, je trouve que le développement du personnage, de son point de départ jusqu'à ce qu'il devient, est plutôt bien acheminé justement parce qu'il y a plusieurs raisons toutes les raisons sont bien décrites, bien développées, qui l'amènent justement à devenir complètement fou. Et après je laisse la parole, mais ce que j'ai aimé aussi dans ce film, alors peut-être que c'est mon interprétation personnelle, c'est justement comme le personnage quand même est plutôt bien schizophrène. Ce que j'ai adoré dans le film, c'est de me prêter, de me dire qu'il y a peut-être aussi plusieurs interprétations dans ce film-là. Savoir si tout ce qui se passe devant tes yeux se déroule réellement. Surtout avec ce plan final où sans spoiler, on va dire que le film est longtemps. C'est la grosse gaufrerie à la Nolan. Tout le monde l'a vu. Vous savez ce qui s'est passé. Mais tu vois, quand il parle à son psychologue et qu'il dit racontez-moi mon histoire et qu'il lui dit tout simplement vous ne la comprendriez pas, pourquoi est-ce que ça me fait rire, mais vous ne la comprendriez pas. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils se vantent, ils vendent un produit d'ici, de mythologie Batman, mais derrière, il y a plusieurs interprétations. Il se mouille pas, c'est ça qui est aussi peut-être un peu lâche de sa part, mais c'est intéressant aussi de dire n'importe qui peut être le Joker, ou le Joker n'est finalement que juste un symbole en fait de tout cela. Moi, pas utiliser vraiment le personnage après Joker. Le film se vend quand même. Tout à l'heure, Aurélien le disait, c'est qu'effectivement, c'est des films d'auteurs qui sortent effectivement, mais qui n'ont pas, on va dire, l'étiquette comics dessus, n'ont pas autant de vues que ce Joker. Ça me dérange pas à la limite que le film essaye de tromper son monde et puis de dire on prend un truc de super-héros et finalement on essaye d'en faire autre chose. Sauf que là, pour moi, il y a vraiment je n'arrive même pas à trouver des caractéristiques, on va dire, communes au personnage du Joker. Alors pourtant, elles sont multiples. Elles sont multiples. Je veux dire que ce soit le Joker d'Alan Moore ou le Joker des années 60, on en a quand même toute une chier. Et je sais pas, le personnage est pas drôle. Je veux dire, une caractéristique du Joker, c'est que... Le film est pas drôle, le film est pas drôle. Mais le personnage du Joker, tu prends, on prend la valse des pantins par exemple. La valse des pantins, le film est pas drôle. Et pourtant, à la fin, ce personnage qu'on a vu comme une espèce de psychopathe tout le long, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit comme un personnage génial, c'est-à-dire que c'est un personnage drôle, et c'est ça toute l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on a vu un personnage psychopathe, mais en même temps c'est quelqu'un qui a du génie, et là je vois juste quelqu'un qui chiale pendant 2 heures. On est plus sur l'ascension d'un personnage pathétique, là c'est une autre analyse, tout simplement. C'est là on est face à un personnage qui est totalement pathétique et qui qui est touchant, touchant, et qui atteint une certaine ascension, malgré lui, je pense, aussi par rapport au symbole qu'il porte derrière lui sur la lutte des petits gens, des petites gens. Mais après, l'analyse, je sais pas comment dire. C'est juste que pour moi, je prends juste comme un film, un objet unique, rattaché à l'univers d'ici. Et en sortant du film, déjà, tout simplement, je me suis dit, si déjà le niveau de traitement de ce genre de film, entre guillemets, de vilains ou de super-héros pouvait avoir régulièrement ce niveau-là, ça serait déjà bien, entre guillemets. Ok. Bon, prendre le genre parfois un peu plus sérieusement, mais on reste quand même, c'est du cinéma, ça reste des personnages de bande dessinée, quoi. Si je voulais troller, moi je dirais que c'est en fait on va dire le vernis a changé, mais finalement je trouve ça pas beaucoup plus profond qu'une production Marvel classique.
Je suis désolé, hein, je vais jusque là, mais pour moi, il y a quasi pas d'écriture de personnage. C'est-à-dire qu'on me dit il y a un basculement dans la folie. Alors moi, je vois bien que le personnage est fou à la fin, mais le basculement, je le vois jamais. C'est ça qui m'intéresse en fait dans ce film. C'est comment le personnage passe de cette personne effectivement malade à ce basculement. À la fin, effectivement, je vois bien que ce personnage devient fou. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le pivot, quoi. Et je trouve que dans ce film-là en particulier, le pivot n'existe pas. Je suis pas d'accord. Je trouve que c'est hyper graduel et c'est une goutte plus une goutte plus une goutte. C'est ça, vraiment l'histoire d'une renaissance en fait, une renaissance dans le chaos. C'est un personnage en fait qui sort de l'ombre, mais d'une façon très obscure en fait, parce que c'est la seule qui lui reste. Et il y a ces 2 scènes de danse. J'allais venir. Je sais que tu as une théorie par rapport à ça. Je la trouve intéressante. Il y a ces 2 scènes de danse qui rythment le film. Donc la première qui a juste après en fait qu'il ait commis son premier meurtre de façon impulsive dans le métro, où en fait il court dans une salle de bain, enfin dans des toilettes publiques. On a l'impression qu'il est apeuré et on se dit il va se changer, il va partir pour pas se faire choper. Et en fait non, il se met tout simplement à danser. Et en fait, moi à ce moment-là, je voyais vraiment une sorte de papillon qui sortait de sa chrysalide avec ses mouvements très lents. Donc voilà, surtout qu'avant, on a vu beaucoup de plans, on le voyait de dos avec ses os qui ressortent, donc ça faisait très très chenille. Et donc il y a une grâce qui se dégage de ce personnage maigrelet et osseux ça, on est d'accord. Voilà, donc cet acte de violence, c'est la première pierre de sa renaissance. Et puis après, il y en a une plus aboutie quand il danse sur l'escalier, qui s'apprête à aller à faire son grand show à l'émission. Où là, il est déjà, en fait, il est le Joker. C'est là qu'il le devient vraiment, je pense, parce qu'il a tout prévu dans sa tête. Et donc la danse est beaucoup plus assurée, beaucoup plus joyeuse, et on est déjà plus dans le personnage. Donc moi, je trouve que tu la ressens dans des trucs comme ça. Son élocution change totalement. Une fois qu'il est sur le plateau télévisé, c'est un autre personnage. Florian, tu veux dire quelque chose ? Oui, pour réagir à ce que disait, à ce que disait Aurélien. Je suis d'accord sur le fait que la folie, on la voit et elle s'étend de manière graduelle, mais là où ça manque de traitement, comme tu le disais, c'est que finalement le fait de passer étape après étape pour qu'il tombe dans la folie, c'est malheureusement très mécanique, là où un peu plus de nuance ou en tout cas de lyrisme aurait pu être intéressante. Je pense qu'on est un peu d'accord à ce sujet-là, sur le manque de subtilité par moment qu'affiche le film. Bon, après, moi, c'est sur le personnage. Enfin, moi, je pense que ici, vous avez été des lecteurs de comics, pardon. Oui, bien sûr. Je pense que ce soit des comics Batman, etc., avec le Joker. Et moi, la dernière chose qui aussi m'a frappé, c'est que j'ai vraiment du mal à voir ce personnage qu'on nous montre à l'écran, qui devient quand même, il faut le dire, le Joker, c'est le génie du crime de Gotham, c'est-à-dire le plus grand génie. Et moi, j'ai l'impression de voir un mec stupide tout le long du film. Il peut le devenir. Là, on est juste sur une origin story. À la fin, voilà. Le Joker est là, mais finalement le personnage peut continuer encore à évoluer par la suite. Enfin, on n'est pas à un stade final du personnage pour moi. Non mais d'accord, mais comment tu passes d'un mec qui pour moi est un idiot fini et qui deviendrait non seulement drôle, en plus quelqu'un de charismatique, et à la fin, qui serait un génie du crime qui arriverait à se fighter avec Batman, qui est quand même soi-disant le plus grand détective du monde. C'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que tu parlais de comic book, et justement la force des comic books, c'est que le Joker a été tout et n'importe quoi, tout comme Batman. Thomas Jane a déjà été un salaud dans certains comics. Batman s'est déjà retrouvé être une espèce de SDF habillé de violet et de jaune à l'époque de Grant Morrison. Ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que je me fais force en tout cas de ne pas rapprocher le film de l'univers de Batman, si ce n'est les quelques références qu'il y a, parce que sans trop spoiler, à un moment on voit Bruce Wayne qui doit avoir 10 ans à tout péter dans le film, alors que le Joker en a 40. À aucun moment, si tu veux vraiment jouer dessus, tu te dis un jour Batman et Joker vont se battre. Non, parce que quand Batman sera en âge d'être Batman, le Joker aura 80 balais. Là où c'est intéressant, c'est que justement à la fois ça parle d'un personnage iconique extrêmement connu, mais ça s'approprie aussi vraiment l'histoire. C'est-à-dire que déjà l'origin story du Joker, on la connaissait pas vraiment, elle n'existe pas réellement. Il y en a, elles sont pas toutes canon, mais il y en a eu plusieurs. Alan Moore en a écrit une dans The Killing Joke, par exemple, qui
D'ailleurs, je trouve qu'il y a plus de cinéma dans les 3 premières pages de Killing Joke que dans ce film, mais On parle d'Alan Moore là. ouais, c'est une C'est appréciation un même public personnelle. aussi. S'ils adaptaient The Killing Joke au cinéma, C'est compliqué. C'est un parce sacré que pari c'est quand même, une hein. thématique. Il y a Alors moi, je suis énormément pas, de thèmes, je suis pas un quand même. grand fan Compliqué. du scénario de Killing Joke. Je trouve qu'il y a des problèmes thématiques dans le film, enfin dans la BD. Mais après, effectivement, je trouve qu'en termes de découpage de bande dessinée, ça reste un masterpiece, quoi. Oui, Alan Moore, effectivement. Hein, mais voilà, je suis pas trop d'accord sur le fait de est-ce que ce Joker peut être le Joker. Le Joker, finalement, peut être le Némésis de Batman, et être tout et n'importe quoi. Il n'est pas obligé d'être un génie du crime. Il peut simplement être quelqu'un de malade qui va, pour parler de The Killing Joke, ou peut-être plutôt de Murder in the Family, donc là où Robin meurt. Ce Joker, je vois très bien tuer de sang-froid un Robin. D'ailleurs, je sais plus exactement, mais si je dis pas de bêtises, il me semble que dans le meurtre dans la famille, le Robin est attaché à un radiateur, si je dis pas de conneries. non Ouais. Et c'est possible. Et du coup, j'ai cru voir un clin d'œil, puisqu'à un moment donné, on voit dans le film justement quelqu'un qui est attaché à un radiateur, si je ne dis pas de bêtises. Il y a plus. Alors ça me parle, mais ça m'a pas. Il me semble, j'ai des vagues souvenirs du truc. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose encore à dire sur le film avant que pour que j'arrête de le défoncer? Si personne n'y va, je dirais que je pense qu'on peut tous s'entendre autour du fait que ce film, malgré les qualités ou le défaut qu'on peut lui trouver, en tout cas fait parler, et donc n'est pas totalement inintéressant, et que malgré ce qu'on peut penser du film, même si moi je suis plutôt du côté excusez-moi, oh là là, des détracteurs, mais plutôt mesurés, en tout cas Todd Phillips peut être quelqu'un d'intéressant à suivre par la suite. When you have to shoot, shoot, don't talk. When you have to shoot, shoot, don't talk. Que pouvait faire le T800 face à la vague clownesque de ce mois d'octobre qui cumule maintenant 3 suites indignes des films de Cameron, avec l'ultime doigt d'honneur qui fut pointé avec le très mauvais Genesis. Comment rediriger les fans vers la salle de cinéma quand les derniers opus méritaient à peine une vision sur un DivX de mauvaise qualité? Réponse, Mamie Linda fucking Hamilton, ainsi que une mise sous le tapis de tous les films honnis par les fans, ajoutez à cela un réalisateur bankable, et on est reparti pour un tour. On écoute la bande-annonce. When this is all over, I am going to kill you. I understand. I'll be back. Voilà, et au casting, on retrouve Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Natalia Reyes et Gabriel Luna. Et le tout est réalisé par Tim Miller, le réalisateur du premier Deadpool. Qui veut commencer pour ce Terminator 6 ou 3, on ne sait plus trop. Alors je vais commencer pour dire que j'ai pas pu le voir, et je remercie chaudement Uber que j'avais commandé pour aller en salle et qui ne s'est jamais pointé, qui ne m'a pas prévenu, parce que le monsieur a eu un pneu crevé et n'a pas senti bon de prévenir le client qu'il ne viendrait pas. D'accord, donc merci Uber pour la sauvegarde de ta culture cinématographique. Exactement. C'est peut-être ta belle étoile qui t'a Je pense que c'était un bon épargné présage. 2 heures de souffrance. Je pense que c'est un bon Merci présage. Abdel Jalil, ça sera 5 étoiles. Bon alors, qui veut commencer? Aurélien, vas-y, je oui, sais très que... bien. Bah, ça va être assez rapide parce que en fait, je trouve que c'est un film parfaitement inutile. C'est-à-dire que pourquoi pas effacer tous les films post T2. Ouais, on fait une remise en contexte, du coup, voilà. il considère que toutes les suites après T2 Voilà, n'existent pas. exactement. En fait, finalement, c'est pas vraiment un T6. C'est un Oui, T3. c'est ça. Et du coup, donc voilà, pourquoi pas sur le principe, mais si c'est pour apporter quelque chose d'intéressant, une vision d'auteur, quelque chose de nouveau, voilà, là pour le coup c'est sensiblement un copier-coller du scénario de Terminator 2, voilà, mais en moins bien, en beaucoup moins bien forcément, n'est pas James Cameron qui veut, voilà, j'ai envie de dire ça se regarde sans déplaisir mais sans plaisir non plus. Voilà,
Les scènes d'action sont plutôt lisibles, mais c'est une sorte de brouhaha numérique comme on en a vu pas mal depuis des années, donc elles ne sortent jamais du lot. Il y a du fanservice un peu dégueulasse par-ci par-là. On l'a entendu dans la bande-annonce, le fameux voilà. I'll be back. Je trouve que le personnage du Terminator de Schwarzenegger est vraiment inséré au forceps dans l'intrigue et à l'arrivée n'a rien à faire là. Donc voilà, c'est un film, c'est moins pire que Genesis. Ça ne trahit pas en soi l'œuvre de James Cameron, mais ça n'apporte rien. C'est un film voilà, parfaitement inutile, je trouve. Bon, c'est un bon résumé. Sylvain? Eh ben, je vais partager encore une fois le même avis qu'Aurélien, en étant un petit peu plus virulent, sachant que moi, quand je suis sorti de la salle, j'étais très énervé. J'ai trouvé vraiment le film, j'ai vraiment l'impression de m'être, voilà, qu'on m'a vraiment pris pour un con. Après, voilà, en étant vraiment fan des deux premiers films, Pareil. Attendre 20 ans pour ça, c'est pour ma part une énorme frustration. Enfin, j'ai trouvé que là, James Cameron, toute la com autour du film, voilà, le retour de James Cameron, production James Cameron, James Cameron qui co-signe entre guillemets le scénario, etc. Enfin, tout était labellisé pour que voilà le film, le produit entre guillemets soit de qualité. Ouais. Non, j'ai trouvé... Cameron fait la pub quand même pour voilà, tous les autres opus. Il a fait la même chose pour Genesis, mais là ouais. bon, ça sentait plus du foutage de gueule qu'autre chose. Mais là, je trouve aussi qu'il s'est bien foutu de ma gueule. Non. Si on parle juste de l'objet en lui-même, donc effectivement, ça n'apporte strictement rien de nouveau. Moi, je m'attendais à quelque chose de... Je m'attendais à vraiment une boucle. On termine en fait cette trilogie. On réussit à clôturer voilà, ce scénario avec tout ce qui se fait avec le personnage de John Connor, le retour de Linda Hamilton en plus dans son rôle, dans le rôle titre. Mais, qui voilà, reprend son rôle de badass de Terminator 2. Sarah Connor, effectivement. Mais voilà... Ça n'avance pas. Le film dure un peu plus de 2 heures. J'ai vraiment peiné à tenir le coup pendant ces deux longues heures. Aucune scène d'action ne m'a transporté. Je n'ai ressenti aucune vraiment poussée d'adrénaline ou de stress. Je le trouve dur. Non, je suis sérieux parce qu'en fait, je trouve que le film, en termes même d'action, voilà, enfin, il y a eu quand même mieux. Et oui, il y a eu largement mieux, plus galvanisant. Là, tu te dis, il y a quand même énormément d'atouts, surtout que le film, quand même, je pense, a coûté un sacré paquet de pognon et de l'action excessivement surchargée en numérique que je trouve toujours très illisible. Cette fameuse scène d'affrontement entre guillemets dans les airs avec les deux avions, avec le char d'assaut, etc., les parachutes, enfin, c'est totalement incohérent. Ouais, ça va dans la surenchère en termes toujours plus loin, toujours plus haut, mais sans aucune cohérence. Il y a aucun, comment dire, je n'ai eu aucun stress, aucune peur pour les personnages principaux. Après, cette volonté de vouloir toujours voilà, démystifier certains personnages, donc j'ai peut-être pas spoilé, mais bon voilà, ils essaient de faire des renouvellements de situation pour renouveler au final une nouvelle histoire, d'où en plus ma frustration, parce que là je me dis finalement il ne clôture strictement rien. Et ça alors, m'a un petit peu énervé. On peut d'ores et déjà dire que James Cameron a annoncé que si le film marchait... Voilà, il lance une nouvelle franchise en fait. Voilà. Il va lancer une nouvelle J'ai pas vu les premiers résultats au box-office. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je sais pas si le film fonctionne, je pense que le film sera rentabilisé quand même, il y a énormément de personnes qui attendaient ce film. Ensuite, voilà, la seule bonne idée. Moi, j'y suis allé vraiment par hasard. Hein. Par contre, je me suis mais moi, j'y suis allé. Moi, j'y croyais pas trop. Voilà, c'est ça qui est triste, c'est qu'en plus, j'y suis allé comme vous, sans trop y croire. Mais j'y suis quand même allé pour me dire, je peux être surpris. Et en fait, je n'ai pas du tout été surpris. La seule bonne idée du film, en ce qui me concerne, c'est vraiment le personnage féminin donc de Davis Mackenzie Davis, qui voilà, c'est la seule bonne idée du film. J'ai pas trouvé le personnage de Sarah Connor hyper développé, voire parfois, je trouvais que on frôlait la caricature du personnage torturé avec des motivations un peu moyennes et la grosse déception du Terminator du T800 quoi. Enfin là Schwarzenegger Schwarzenegger qui distribue des Coronas enfin je sais pas si on peut le dire, c'est le moment le plus malaisant du film. Voilà, et c'est un long moment et il y a rien qui voilà. Ce que j'avais apprécié dans le 2, en dehors des scènes d'action qui étaient quand même très, très tendues, j'aimais cette bonne gestion entre guillemets de cet humour un peu familial, mais qui était pour moi justifié, surtout entre le lien, l'humanisation du T800 avec John Connor. Hasta la vista, baby. Voilà, cette volonté d'humaniser un peu cette machine à tuer. Là, dans ce numéro-là, l'humanisation est complètement caricaturale. Enfin, pour moi, elle n'a aucun sens en fait. Et
Voilà, et on refait encore une énième machine ultime à tuer, le Rêve 6 cette fois-ci, qui voilà, a la possibilité de se dédoubler avec son exosquelette et cette partie plus T1000. Je trouve quand même Qui que pour Gabriel moi- Luna tient bien le rôle. Non, l'acteur, je ne critique pas l'acteur. Je trouve qu'il avait ce bon physique. Il avait ce physique, bon, pas similaire finalement à Robert Patrick dans le 2. Dans le 2, ouais. Mais voilà, dans l'inexpressivité, le côté un peu menaçant, ça marchait très très bien. Sympathique au premier abord. Exactement, mais, voilà. Mais voilà, il y a des scènes qui pour moi étaient totalement cohérentes, surtout par rapport à la réaction de certains personnages environnantes à certaines actions, certaines situations. Et la réalisation, comme tu l'as dit, Tim Miller n'est pas James Cameron, et il y a énormément de facilité dans sa mise en scène sur des money shots qui sont pour moi un peu inutiles. Enfin voilà. Pour terminer, grosse déception pour ma part, j'ai vraiment été un petit peu en colère à la fin. Je dois être celui qui a le plus apprécié finalement le film. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment, hein. J'ai trouvé ça plutôt sympatoche. Je trouve que effectivement, en termes de cohérence, des fois c'est n'importe quoi, mais je trouve qu'il respecte à minima la mythologie de Terminator. Il y a la base. Il y a la base. Il respecte la base de la base. Ouais. Il essaye de refaire ce que faisait Terminator 2, c'est-à-dire un négatif de ce qu'était le premier film. Donc il essaye d'en faire une espèce de contre-négatif, encore une fois. Même si ça marche moins bien, parce que je veux dire, on connaît déjà la recette, donc effectivement ça a moins d'impact. Tu peux pas passer après un film aussi immense que Terminator 2 en faisant la même chose tout en sachant que ça va être forcément moins bien. Oui, mais ta seule alternative, c'est de proposer en fait un regard nouveau ou alors un nouveau scénario. Voilà, un nouveau scénario. Et il ne fait ni l'un ni l'autre en fait. Il fait c'est le néant quoi. Mais bon. Ce que finalement avait fait McG à l'époque où il a repris la franchise avec Christian Bale, ça a été décrié, mais finalement, même si c'était pas c'est ce que j'allais dire. Excellent Au Terminator. final, moi j'aime bien le film. Moi Renaissance, justement, j'ai passé un meilleur moment devant Renaissance. Pareil. Que devant celui-ci. J'ai passé un meilleur moment devant Terminator 3 que devant Dark Fate. Ah, mais Terminator 3 déjà, ce qui est marrant, c'est que Terminator 3 déjà recyclé le 2. Et là, ils essaient de recycler en s'axant sur d'autres idées comiques, d'autres. J'aime beaucoup la fin scénarios, de Terminator 3. Scénario. Je trouve que c'est certainement la seule chose à sauver du film. Le fait qu'il considère vraiment que ce soit une fin apocalyptique, quoi. Ouais, voilà. Mais est-ce que tu as revu Terminator 3 depuis sa sortie en salle? Non, ça fait un moment. Parce que je trouve qu'à l'instar de Jurassic Park 3, qui a été décrié à l'époque et qui était vraiment pas très bon, face à Jurassic World, de Joe Johnston, donc qui a réalisé Terminator 3 justement. Oui, c'est ce qu'on. Oui, c'est ça. Il a effectivement réalisé les deux. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'instar de Jurassic Park 3, qu'on peut maintenant bien réévaluer au regard de Jurassic World, face à ce qui est devenu Terminator derrière, Terminator 3 est peut-être pas si mauvais. Par contre, ce que je voulais rebondir juste avant dessus, alors déjà, une petite question. J'ai oublié de dire que Edward Furlong apparaissait dans le film. Est-ce que c'est une connerie ou non? Alors, on va dire qu'entre guillemets, oui et non. Il apparaît. La question de merde. C'est le tout problème. Est-ce qu'on a le droit c'est ça. Grand Manitou, nous autorises-tu à spoiler? Moi, si vous de toute façon, ça se passe dès le début du film, donc je vois pas trop où est le problème. C'est la première scène. Et pour moi, je pense que c'est certainement la meilleure idée du film, parce que ça permet de faire table rase de certaines choses et voilà. Et moi, je comprends pas pourquoi vouloir faire table rase. Non, mais je trouve que c'est intéressant par rapport au personnage de Sarah Connor. Mais effectivement, en fait, Edward Furlong revient, mais il ne revient pas en tant qu'adulte. Voilà, tu le revois en tant que gamin. D'accord, donc il ne revient pas. La fameuse doublure numérique. Voilà. D'accord, oui, donc totalement inutile. Et la seconde chose que je voulais dire, c'est est-ce qu'on peut en finir avec cette escroquerie de Tim Miller? Parce que c'est un réalisateur qui est atrocement hype depuis Deadpool. Alors moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est hype finalement. Enfin, mais c'est ça, c'est que déjà Deadpool n'était pas oufissime. Si on du réalisation. Enfin, voilà. je veux dire, Vas-y, Florian, continue. Si on regarde Deadpool, c'est un film qui se tient surtout pour son scénario et pour la prestation de Ryan Reynolds qui s'éclate en tant que Deadpool. Après, si tu regardes le film, moi, tout ce dont je me souviens de Tim Miller dans le film, c'est une scène finale laide au possible sur un parking. C'est très laid, Deadpool. C'est absolument pas un bon réel. Il fait la même chose avec plus de Dark Fate est très laid, c'est soit jaune, soit gris de toute façon. Donc Deadpool était tout gris, mais voilà. Scène de nuit illisible au possible. Enfin, bon, oui. Alors après, moi, là-dessus, j'hésite à savoir encore, parce que je pense qu'on va dans les mêmes cinémas aujourd'hui, et moi ça fait plusieurs fois que ça me fait ça sur des films, et c'est pas que sur ce film-là, c'est-à-dire que dès qu'il y a des scènes de nuit ou des scènes sombres qui sont sur certains films, qui sont des grosses productions,
je ne vois quasi rien. Et je me demande à quel point ce n'est pas forcément la faute des films que la faute des salles qui n'ont pas mis à jour leurs ampoules. Leurs ampoules. Et ça arrive souvent. moi, quand j'ai revu des films, je prends par exemple le Solo Star Wars Story, qui était illisible au cinéma. Quand je l'ai revu chez moi, les scènes sont tout à fait lisibles. Donc je pense qu'en fait, on a affaire à des productions qui travaillent aujourd'hui sur des écrans qui sont d'une très haute qualité et qui permettent d'avoir des noirs très profonds et beaucoup de nuances. Là où aujourd'hui, l'UGC dans lequel on va aujourd'hui ne met pas à jour ces... Il y a beaucoup de cinémas qui tardent à changer leurs ampoules pour des raisons, pour économiser de l'argent en fait. Donc ça, je sais pas encore si c'est le problème des films ou vraiment le problème des salles, quoi. Surtout que ça représente un gros pourcentage du film. Enfin, cette fameuse scène nocturne qui en plus s'enchaîne sur une scène sous-marine. C'est bon, bref. Tant pis, dommage. When you have to shoot, shoot, don't talk. When you have to shoot, shoot, don't talk. Vous êtes toujours sur Pacific FM, votre émission cinéma qui ne cache pas son amour pour les œuvres de George Romero, créateur du zombie moderne dont les années 70 est décédé il y a 2 ans. À ce titre, on va se demander si Retour à Zombieland est un bel hommage et s'il arrive à retrouver l'esprit de fraîcheur qu'avait apporté le premier opus au genre il y a maintenant 10 ans. Bande annonce. We're gonna go get her. We ride it, dog. Start talking. You first. Oh, my name's Tallahassee. Oh, my apologies, little Elvis. Okay, is it me, or does he kind of remind you of... I don't like you. At all. I think you double parked. Or more perpendicular parked. Hope we don't get a ticket. What is going on here? What? Hello, everyone. Am I hallucinating? Ouais, je ne résiste pas à un bon ACDC. Et au casting, on retrouve toute l'équipe du premier opus, à savoir Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin. Et le tout est réalisé par Ruben Fleischer, le réalisateur du premier opus. Qui veut en parler ? Alors, est-ce qu'on fait l'inversion proportionnelle de Joker, c'est-à-dire qu'on commence par ceux qui ont détesté et après on dit de bonnes choses ? Bah allez, on peut faire comme ça. C'est encore moi qui vais commencer. Bon, bah Aurélien, évidemment. C'est ton dépucelage. Alors, détester, c'est un poil fort. Disons que, en fait, ça me parle pas du tout. Moi, déjà, le premier, j'étais pas spécialement fan. Je trouve ça assez inoffensif. Ça m'a fait sourire 2-3 fois, mais bon, voilà. Là, c'est sensiblement la même chose, donc un peu le même ressenti. Passer une scène d'introduction assez jouissive sur Master of Puppets avec des ralentis assez stylés. Et Emma Stone qui zigouille du zombie au fusil à pompe. Donc à partir de ce moment-là, tu gagnes des points. Après ça, c'est le scénario est très très léger. Après, c'est pas la prétention du film de livrer une fresque zombiesque d'une grande intensité. Non, mais on n'est pas chez Romero. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, on enlève les discours politiques et tout ça. On est là pour se marrer, ok. Sauf que moi, je me suis pas marré. Mais bon, ça, je pense que c'est une question aussi de sensibilité. Je trouve ça très lourd. Tout est tellement fait de second degré et cynique que je suis jamais investi avec les personnages ou dans l'histoire, donc je m'en bats un peu la rondelle de ce qui leur arrive. Donc voilà, j'ai pas ri, j'ai pas jubilé, ça m'a en fait pas fait grand chose, quoi. Après, je trouve pas le film détestable. Je le trouve pas honteux, mais encéphalogramme plat, quoi. Voilà, je pense que c'est pas pour moi en fait. Je suis pas anti-comédie horrifique, hein. Voilà, j'aime beaucoup Shaun of the Dead. Il y a des très bons trucs dans le genre, c'est mais le classique du genre. Voilà, c'est ça. Là, on est quand même dans un sous Shaun of the Dead. Il y a pas la subtilité d'Edgar Wright ou de l'humour anglais. On est dans des trucs bien lourdeaux américains. Bon voilà, je trouve les personnages secondaires mais insupportables. Ok, c'est voulu que ce soit des clichés ambulants parce qu'il y a quand même une espèce de blondasse, gourdasse, ultra gourdasse et un hippie qui fait de la guitare et qui fume de la weed. Mais en fait, ils ne sortent jamais de ce carcan-là, donc en fait, ils sont juste tête à claque du début à la fin. Moi, j'en pouvais plus dès que je les voyais à l'écran. Voilà, pourquoi je trouve que le film, dans ce sens-là, est un peu anachronique. C'est-à-dire qu'on en a eu plein des films de zombies, on a eu plein des comédies avec des personnages à la con comme ça. Là, on mélange ces deux trucs et on refait un film qui arrive un peu après la fête, quoi. Donc
Enfin voilà, c'est mon ressenti. Florian ou Sylvain, toi je sais que t'as vu qu'on fait en montant. Je sais pas si j'ai moins aimé ou plus aimé que je pense Florian. que Florian a bien aimé. Ouais, non, je pense qu'on c'est un peu égal. Ah bon, d'accord. Mais je voulais rebondir justement sur ce que disait Aurélien sur le fait qu'il arrive un peu après la bataille. À mon sens, c'est justement ce qui est intéressant dès le début du film, quand Jesse Eisenberg prend la voix et remercie en fait les spectateurs de les avoir choisis au travers de toutes les histoires de zombies qu'il y a aujourd'hui. Et je pense qu'en film, le film se résume à ça. C'est-à-dire que je pense que même Ruben Fletcher s'est dit tiens, 10 ans après, on veut que je fasse un 2, pourquoi pas. J'ai pris du plaisir durant le premier. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Après, effectivement, ça vole pas très haut. C'est grosso modo la même histoire un peu calquée du premier. C'est-à-dire que là où on voulait voir Bill Murray dans le premier, ici c'est Elvis Presley effectivement qui est la légende. On va à Graceland. Cela dit, effectivement, même si ça reste du sous Shaun of the Dead, je trouve quand même que ça fait vachement bien le taf. J'ai quand même pas mal ri durant la séance, notamment durant, pour ceux qui ne l'ont pas vu, rester pendant le générique. Il y a une scène post-générique qui enterre tout ce qu'a fait Marvel depuis 10 ans. Qui annonce que l'apocalypse viendra le jour où on réalisera Garfield 3. Et je trouve que c'est une super idée. Exactement. Ça annonce bien l'apocalypse pour moi. Sylvain. Sensiblement du même avis, j'ai pas boudé mon plaisir pour les mêmes raisons. Effectivement, ça ne renouvelle pas du tout l'eau chaude par rapport au numéro 1. On est dans le même niveau d'humour. Moi j'ai trouvé que le plaisir des acteurs entre guillemets se sent à l'écran. Communicatif. Est très communicatif, c'est un plaisir très communicatif. Clairement Woody Harrelson, j'ai bien aimé, j'aime toujours autant son personnage. J'avais un petit peu peur de revoir en plus ce type de film depuis avec des acteurs qui ont été oscarisés, etc. et que c'était peut-être un peu une arnaque. Finalement non, le film reste exactement dans le même ton que le premier, avec des nouveaux personnages évidemment secondaires qui sont pas très très développés, mais le personnage de la blonde en question, joué par l'actrice Zoe Deutsch, j'ai trouvé plutôt justement jouissif, très drôle. C'est un comic relief assez sympa, notamment quand on croit qu'elle est zombifiée. En fait, on va du tout. Une petite bulle de légèreté comme ça dans le film. Il y a plein. Ouais, je suis d'accord qu'on le devine assez vite, mais je trouve ça intéressant parce que là pour le coup c'est vraiment du comique et du timing qui est basé sur la mise en scène, c'est-à-dire que ça se passe hors champ, etc. Mais bon, effectivement c'est très téléphoné quoi. Oh, tout est téléphoné. Le personnage de Rosario Dawson, pour moi, est le pire du film entre guillemets. C'est dommage, elle est là, mais finalement c'est dommage elle sert parce à que rien. C'est une super actrice. Finalement elle ne sert strictement à rien. Et j'ai bien aimé le petit clin d'œil. Je sais pas si c'est un clin d'œil voulu avec Shaun of the Dead dont on a parlé déjà avant l'émission, de mettre face à face des personnages identiques entre guillemets. Un petit passage très rapide. Le personnage de Rosario Dawson, c'est quand même elle sert à quelque chose à la fin. C'est un peu le Deus Ex Machina de la scène de fin. Oui. Voilà. Mais au-delà de ça, je suis d'accord avec toi que elle est elle reste dans ce truc de femme fatale. C'est insipide. Mais bon, l'ensemble du film est pas très sérieux. Je pense que c'est totalement volontaire. C'est assez inoffensif. Pour moi, c'était 1h30. En plus, ce qui est bien, le film dure 1h30. C'est efficace. Heureusement, ça dure pas plus longtemps parce que je pense qu'après, ça s'essoufflerait. Déjà sur 1h30, je trouve que certains dialogues, certains gags s'essoufflent vite. Mais non, globalement, très bon film. Voilà. Un film divertissant pour le cinéma, quoi. Vite vu, vite oublié en ce qui me concerne. Qui veut en dire encore quelque chose avant qu'on passe à la suite? Toi? Bah oui, toi. Moi j'ai pas grand chose à en dire. Je vais être honnête, j'ai pas boudé mon plaisir. Je me suis marré tout le long de la séance. J'ai trouvé que les gags fonctionnaient. Je trouve qu'en plus, j'ai trouvé ça intéressant que même si le film est complètement au second degré au niveau de ses blagues, je trouve qu'il n'abandonne pas ses personnages. Il essaye de créer un minimum d'arc sur ses personnages. Alors après, qu'ils soient traités par-dessus la jambe, etc. Mais il essaye de construire des trucs. Il crée une vraie relation entre le personnage d'Emma Stone et de Jesse Eisenberg, même si c'est vu et revu. Je trouve que ça permet ensuite de pouvoir développer toute une série de gags qui, je trouve, fonctionnent, en particulier avec ce personnage de la blondasse écervelée, qui, en plus, moi, me fait marrer parce qu'il la traite... Il la traite vraiment comme une débile et en même temps ils la font passer aussi des fois pour quelqu'un de très intelligent quand il y a toute une blague sur le Uber à un moment donné que j'ai trouvé assez drôle. Donc non, moi j'ai vraiment pas boudé mon plaisir. J'ai trouvé ça plutôt cool et franchement j'ai pas grand chose à en dire de plus. Moi c'est le genre de film, c'est très popcorn et ça se mange tranquillement. J'en demande pas plus à une séance de ciné quoi. Voilà.
Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur le film ? On en a parlé brièvement, mais la scène du coup avec les copycats de deux des personnages principaux, c'est-à-dire donc Woody Harrelson et Jesse Eisenberg, qui se retrouvent face à des doubles, un peu comme ce que faisait Shaun of the Dead il y a un peu plus de 10 ans, était vachement intéressante justement pour ce plan séquence quand les deux deviennent zombifiés et commencent à se battre contre leur double. C'était plutôt pas mal, le plan séquence était vachement chouette. Après on en a parlé hors antenne justement avec Aurélien qui trouvait que ça pourrait être retiré du film et ça ne changerait rien. Voilà exactement, c'est là que ça me gêne. C'est plus un exercice de style. Ouais, voilà, cette scène elle est là pour peut-être rallonger un peu le film ou voilà et proposer une scène d'action. Voilà, proposer un concentré de gags et d'action quoi sur 20 minutes, mais en soi c'est vrai que on l'enlève du film, ça ne change rien du tout au déroulé de l'intrigue quoi. Ouais, après comme tu le disais, je pense que c'est vraiment c'est une scène qui est effectivement gratuite, qui à mon sens n'est pas trop attaquable parce que le film ne prétend à rien, oui, mais effectivement tout dépend. Après le plan séquence est cool, je dis pas. Ouais, non, mais comme tu disais, tout dépend. Voilà, si tu es dans le film à ce moment-là et que tu es réceptif à son humour, ça passe vraiment. Si c'est ça mon problème en fait. Je trouve pas que le film soit une grosse bouse, c'est juste que moi je suis vraiment pas sensible à cet humour. Ça commence à devenir l'effet de style obligé dans tous les films, c'est-à-dire le plan séquence pour dire vous avez vu, on a bossé quand même, c'est impressionnant, etc. Ouais, c'est la fameuse scène d'action. Sachant que moi c'est mon péché mignon, tu me mets un plan séquence dans la pire bouse, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Et ça... Alors, on est élevé à De Palma. Oui, j'allais dire, c'est ton côté de palmiesque. When you have to shoot, don't talk. Nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission. Chaque mois, je demande à mes chroniqueurs de parler d'une œuvre tous médias confondus pour laquelle ils ont une affection toute particulière. C'est la carte blanche, il est 18h59 et vous êtes toujours sur Pacific FM. Alors, qui va commencer avec sa carte blanche aujourd'hui ? Aurélien, tiens, c'est toi qui commence depuis le début, je vois pas pourquoi ça changerait. Ok, alors moi je vais rester dans l'actualité parce que hier soir je suis allé voir Dr. Sleep de Mike Flanagan. Donc je ne vais pas spoiler parce que je sais que les autres personnes autour de cette table ne l'ont pas vu. Dr. Sleep qui est l'adaptation en fait du bouquin du même nom de Stephen King qui est la suite de Shining. Donc qui se passe plusieurs années après. On suit Danny, l'enfant de Shining qui a grandi. Donc on suit son histoire, donc qui continue à entendre des voix et à communiquer par télépathie avec d'autres personnes qui ont Shining. Et du coup, donc voilà, le film est adapté du bouquin. J'ai pas lu le bouquin qui est pas réputé comme étant un des meilleurs Stephen King, donc je ne sais pas à quel point c'est fidèle ou quoi. En tout cas, le film est très très bon. Mike Flanagan, c'est pas n'importe qui, c'est un réalisateur très très solide dans le genre parce qu'il a fait des très bons films d'horreur, notamment The Mirror, pas sans un bruit, ça c'est autre chose, pas un bruit, un Home Invasion hyper efficace. Il a fait la suite de Ouija les origines, qui est quand même bien excellent, mieux que le premier. Voilà, il partait avec un matériau de base dégueulasse, il a fait un truc plutôt potable. Voilà, dernièrement il a fait la série The Haunting of Hill House, excellente série sur Netflix, et c'est pas sa première adaptation de King parce qu'il avait aussi réalisé Jessie pour Netflix, qui était aussi très très bien. Donc Dr. Sleep, c'est tout simplement excellent. C'est un film qui est hyper intelligent dans sa manière de gérer la mythologie Shining, qui est quand même une des plus grandes œuvres du cinéma de genre de tous les temps. Donc c'est jamais des coups de coude aux spectateurs et des clins d'œil en mode t'as vu, je te mets les deux jumelles, je te mets machin, le tapis et tout, la moquette, t'as vu ça, comment je connais bien Shining. Voilà. Non, tout est justifié en fait, toute cette imagerie est là, mais elle est toujours justifiée dans le scénario, elle est toujours bien intégrée dans l'histoire, et en fait on revit les événements du point de vue de Danny, alors que dans le Shining, on les vivait plus du point de vue de Jack Torrance. Donc là, c'est Danny qui gère tout ce traumatisme qu'il a eu en grandissant, enfin qu'il garde de son enfance, quoi, de cet épisode de son enfance. Voilà, c'est très très bien réalisé. Il y a des scènes vraiment d'anthologie. Que dire, c'est un film qui arrive très bien à capter l'essence de Stephen King et de ses œuvres en général, parce que on a ce personnage
torturé, alcoolique, qui est quand même propre à beaucoup de ses personnages dans ses romans, parce que Stephen King a lui-même été longtemps alcoolique. Donc voilà, quelque chose de très autobiographique, qui va en fait faire face à ses démons et trouver la salvation en se connectant à d'autres personnes, là littéralement, vu que c'est avec le Shining. Voilà, c'est un film qui a pas peur d'embrasser le fantastique au premier degré, et avec tout son amour et toute son âme, et voilà, il n'y a aucun cynisme, il n'y a aucun désamorçage, c'est une histoire fantastique, on est là pour raconter ça, et on le fait avec brio et amour, donc voilà, c'est vraiment c'est très très bien, c'est très bien Dr. Sleep. C'est parfait. On rappelle du coup Dr. Sleep de Mike Flanagan. Voilà, et c'est en ce moment au ciné. Voilà. Je pense qu'il va falloir se décider rapidement d'aller le voir, parce que vu le peu de communication qu'il y a autour de ce film, je ne saurais pas. Bizarrement, d'ailleurs, assez bizarrement. Je parierais qu'il sera très rapidement hors affiche. Ouais, c'est possible. Ouais. Ok. Florian ? J'allais dire d'autant plus que c'est Ewan McGregor qui joue le premier rôle, et on n'a plus trop l'habitude de le voir au cinéma dernièrement. Oui, et juste pour mentionner, il y a une des plus belles femmes du monde qui joue dans le film, Rebecca Ferguson, qui est juste excellente. Voilà. Parfait. Florian, ta carte blanche ? Alors ma carte blanche va vous étonner, puisque c'est une télé-réalité signée Netflix, c'est-à-dire Queer Eye Japon. Queer Eye qui est une télé-réalité assez connue sur Netflix, en fait, qui est... je pense que vous en avez entendu parler, du moins à l'époque, il y avait une version française qui était atroce, qui s'appelait tout simplement Queer, c'est-à-dire avec 4 personnages homosexuels qui venaient relooker des personnes qui en avaient besoin, mais c'était sur TF1, c'était vraiment pas fin. Netflix en a fait quelque chose d'extrêmement progressiste déjà. En même temps, c'est un peu la marque de fabrique de la société, mais c'est aussi quelque chose qui, tout en étant très feel good et très bon sentiment, ne verse jamais dans la mièvrerie, c'est tout le temps assez juste, ça laisse beaucoup de place à l'humain, à l'histoire des personnes touchées, aussi bien les animateurs, en tout cas la groupe des Fabulous Five comme ils s'appellent, que les personnes qui viennent aider. Et surtout, en fait, c'est très haut en couleur. Chaque personne du groupe, en tout cas la Dream Team, est très sympathique, a son histoire à part entière. Et je sais que beaucoup sont fans, peut-être pas ici, mais c'est quelque chose de très apprécié. Queer Eye donc vient de sortir. C'est un petit spin-off pour la fin d'année, donc qui se passe au Japon, Queer Eye Japon du coup. Et la saison 5, je crois, sortira l'année prochaine. Je conseille fortement. Ok, c'est parfait. Tu peux rappeler le nom de l'émission ? Queer Eye Japon. Sur Queer Netflix. Eye tout court, ouais. Parfait. Sylvain, toi, ta carte blanche ? Alors moi, ma carte blanche va parler d'un film dont je pense que personne n'a vu et peut-être probablement ne verra. En fait, c'est un film, c'était un projet dont j'avais entendu parler il y a quelques années, développé et réalisé par le leader de Limp Bizkit, Fred Durst, qui a réalisé son film qui s'appelle The Fanatic, avec dans le rôle titre John Travolta. Donc en fait, film basé sur apparemment une expérience personnelle qu'aurait vécu Fred Durst avec un de ses fans qu'il a harcelé et suivi pendant très longtemps. Et en fait, Fred Durst adapte ce film-là avec un John Travolta totalement méconnaissable, où il joue le rôle d'un fan un peu teubé qui porte des bermudas, des chemises hawaïennes et surtout une magnifique coupe mulet. Et, je suis sûr que ça lui va bien. Et ce film en fait est juste fou de A à Z. Alors ce film est est disponible sur la plateforme de streaming d'Amazon. Ouais. Et j'étais très étonné en fait d'avoir pu le découvrir via cette plateforme. Et on est un peu on va dire que John Travolta là, il est au top du cabotinage complètement je sais pas comment dire, excentrique, déchaîné. Ça fait un moment qu'il excelle dans le genre quand même. Ah mais là je pense il peut pas aller au-dessus. Il peut pas aller au-dessus, son personnage est complètement barré. Et je suis très étonné justement de voir John Travolta dans ce type de rôle. Tu nous as dit que c'était pas loin d'un Nicolas Cage. Alors voilà, ça ressemble, j'allais dire, on est vraiment en parallèle avec l'un des derniers films de Nicolas Cage dans Mandy, où pareil, l'acteur est complètement en roue libre, complètement déchaîné. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que personnellement, j'ai vraiment aimé Mandy. Et là, on se retrouve face à un objet, un ovni complètement incohérent et complètement barré jusque dans n'importe quel de ses dénouements. Et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet-là. Si vous êtes curieux, je vous invite à voir ce film. Tu peux rappeler le nom du film ? The Fanatic de Fred Durst avec John Travolta. Voilà. Parfait. Et moi pour ma carte blanche, je vais faire un lien avec celle d'Aurélien, puisque je vais parler du livre de Kirk Douglas qu'il a écrit quand il avait 95 ans, qui s'appelle I Am Spartacus, et qui est sur la production du film. Et outre le fait de revenir sur le film qui a été réalisé par Stanley Kubrick et les dissensions pendant la production, on parle aussi pas mal du
du cinéma de l'époque, à savoir le McCarthyisme et comment Dalton Trumbo, qui était un scénariste qui était affilié au Parti communiste, était sur une liste noire et ne pouvait travailler comme on a dû travailler sous un faux nom pour tous ces films-là. C'est super intéressant, ça comporte son lot de mensonges et d'exagérations comme toutes les biographies peuvent l'être. Kirk Douglas est assez sympathique avec lui-même. Beaucoup moins avec Kubrick. Beaucoup moins avec Kubrick, qu'il considère comme une espèce de jeune premier arrogant et voilà, qui se la pète un peu, quoi. Voilà, même s'il reconnaît les qualités du bonhomme. Enfin bref, j'ai trouvé ça assez passionnant. Ça fait 200 pages, ça va assez vite à lire puisque ça se lit vraiment comme une espèce de journal. Au fur et à mesure, on lit les jours de la production les uns à la suite des autres. C'est vachement intéressant. Voilà, je sais plus à quelle édition c'est, mais vous pouvez le trouver assez facilement. Moi, je l'ai trouvé à la bibliothèque de Lille, donc ouais, je pense que ça doit se trouver tranquillement, et même en e-book, etc. Puisque il me semble qu'il est disponible gratuitement en e-book, donc voilà, vous pouvez le trouver assez facilement. Est-ce que quelqu'un a une dernière chose à dire avant qu'on rende l'antenne ? Oui, j'allais juste te dire que tu nous expliquais hors antenne que Kirk Douglas n'aimait tellement pas Kubrick qu'il a réussi à le coincer entre un mur et son cheval lors d'une journée de tournage. Oui, il était sur son cheval en train de préparer sa scène, et Kubrick était la tête vissée sur l'œilleton de sa caméra. C'est assez drôle quand il explique, et Kirk Douglas lui parle et Kubrick lui répond à peine, il fait des et Kirk Douglas est très énervé. Du coup, à un moment, il avance avec son cheval et il oblige Kubrick à se retrouver complètement coincé entre le cheval de Kirk Douglas et un mur, voilà, et il est obligé de dire oui, on fera la scène, parce que en plus il parle de la fameuse scène qui est très connue dans le film qui s'appelle I am Spartacus, où tous les esclaves se lèvent et disent je suis Spartacus, qui était une idée de Kirk Douglas. En tout cas, c'est Kirk Douglas qui le dit, donc à savoir si c'est vrai ou pas, ça rien n'est moins sûr. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire. On va dire que vous pouvez nous suivre sur les réseaux, que vous pouvez nous suivre sur Facebook. Sylvain, tu veux nous dire quelque chose avant ? Alors, je voulais juste rajouter, en ce qui concerne l'actualité cinématographique, que je pense qu'on n'aura pas le temps d'en discuter pour la prochaine émission, que mercredi prochain sort un film français qui s'appelle Fury, d'Olivier Abou. Et l'ayant découvert en festival, je conseille à tout le monde, à énormément de gens, d'encourager ce type de cinéma et d'aller au cinéma, justement, se ruer dans les salles pour voir ce film-là qui est juste incroyable. Voilà. Ok, c'est parfait, c'est une magnifique fin pour cette émission. Je vais remercier mes chroniqueurs. Je rappelle qu'on peut suivre Aurélien sur son blog qui s'appelle Watching the Scream. Vous pouvez trouver ça sur internet, on vous mettra tous les liens qu'il faut. En attendant, on vous dit à la prochaine et allez voir des films. Salut. Salut et merci. Salut. When you have to shoot, don't talk.